Bientôt 16h sur BFM TV, à moins de 6h donc de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette déclaration du président américain: je ne suis pas ici pour négocier pour l'Ukraine. Déclaration du président à bord de son avion Air Force One en direction donc de l'Alaska, où va se jouer l'avenir de l'Ukraine ce vendredi soir, mais sans Volodymyr Zelensky. Les enjeux sont élevés, affirme le président américain. Alors sont-ils compatibles avec ceux de l'Ukraine? Décryptage dans ce journal et rencontre historique à suivre sur BFM TV. L'actualité cet après-midi, c'est aussi l'ouverture d'une enquête pour destruction d'un bien d'utilité publique après l'abattage d'un arbre érigé à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi. Réaction d'Emmanuel Macron il y a quelques heures: la nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif. Le jeune homme avait été torturé et tué en 2006 en raison de sa religion. Une enquête ouverte également pour homicide volontaire cette fois-ci pour l'un des corps repêchés dans la Seine à Choisy-le-Roi mercredi. Une première autopsie a conclu à un acte criminel sur le corps le moins détérioré. Pour les autres, l'enquête se poursuit. Le lien entre tous les corps est exclu selon les premières informations. Et la canicule qui continue de nous accompagner en France avec 70 départements qui sont aujourd'hui en vigilance orange. La Bretagne est aussi concernée. La barre des 40 degrés largement dépassée dans le sud-ouest et autour de la Méditerranée. Une chaleur qui va encore durer au moins ce week-end. Et donc plus que 5 heures avant cette rencontre décrite comme historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska pour décider de l'avenir donc de l'Ukraine, rencontre prévue aux alentours de 21h, 21h30. Axel Monnier, vous êtes notre envoyé spécial à Anchorage en Alaska. Le président américain qui a décollé donc de la base d'Andrews, on l'a vu en début d'après-midi aux alentours de 14h heure française, et qui une fois à bord d'Air Force One a pris la parole brièvement pour annoncer un petit peu la couleur sur cette rencontre. Oui, effectivement, c'est un long vol pour le président américain qui devrait arriver ici tout à l'heure à Anchorage, en Alaska, pour ce grand sommet. Et effectivement, il a emmené avec lui à bord plusieurs reporters. Et voici, devrait arriver. Axel Monnier, qu'on a du mal à entendre, mais le président américain qui donc a déclaré qu'il n'était pas ici, donc comprenez en Alaska, pour négocier au nom de l'Ukraine, et que les enjeux étaient très élevés pour ce qui se décidera donc ce soir. Et sur le chemin, en tout cas vers l'Alaska, lui, Vladimir Poutine, a fait une étape pour visiter une usine à Magadan. Ça se trouve dans l'extrême orient, à l'est de la Russie. Visite de travail, vous le voyez sur ces images, dans un laboratoire. Il s'agit d'une usine de transformation et de raffinage d'huile de poisson. Le président russe qui poursuivra donc ensuite sa route vers l'Alaska pour rejoindre son homologue américain. Pendant ce temps-là, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est refusé à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre Poutine et Trump en Alaska. On rappelle qu'hier, Donald Trump avait estimé à 25% le risque d'échec de ce sommet. Pas de prédiction, mais regardez une image que vous allez voir dans quelques instants peut-être. Un sweat porté par le président, le chef de la diplomatie russe, avec une inscription qui paraît être celle URSS en russe. Nous savons que nous avons des arguments, nos arguments, notre position est claire et sans ambiguïté. Nous la présenterons. Ça, ce sont les mots de Sergueï Lavrov. Nous n'anticipons jamais. Nous savons que nous avons des arguments et une position claire. Nous l'expliquerons. Beaucoup a déjà été fait lors des visites de Stephen Witkoff, l'envoyé spécial du président américain. Le président russe Vladimir Poutine en a parlé. J'espère que nous poursuivrons cette discussion très utile demain. Alors qu'en pensent les Ukrainiens? On prend la direction de Kiev pour vous retrouver, Cyril Amonski. C'est là que, évidemment, toute l'attention se braque également de l'autre côté de la terre, avec cet enjeu majeur pour l'Ukraine qui n'est pas conviée malgré tout à ce sommet. Alors qu'espère la population ? Oui, écoutez, ici, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes et très peu d'espoir, à vrai dire, puisque, on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises, aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas présente à ce sommet. Uniquement le dirigeant russe et le dirigeant américain sont présents. Peut-être une réunion la semaine prochaine aura lieu entre les trois parties, mais en tout cas aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et donc les Ukrainiens regardent très attentivement, très tranquillement ce qui se passe aux États-Unis. Mais en tout cas la population ici, elle est unanime sur un point, c'est qu'on ne peut pas décider de l'avenir de l'Ukraine sans que l'Ukraine
soit présente directement où que ce soit. Donc c'est pour cela que ce qui va être intéressant, c'est de voir si cette réunion se passe bien d'un point de vue américain ou pas, et si donc par la suite une réunion avec l'Ukraine aura lieu la semaine prochaine. Et ici, le message qu'on entend de la part des Ukrainiens, notamment ceux qui sont venus manifester en face de l'ambassade américaine, c'est qu'au lieu de parler d'échange de territoire, au lieu de céder des territoires ukrainiens et de le faire d'ailleurs au nom de l'Ukraine, sans même la participation de l'Ukraine, les sujets qui devraient être discutés, c'est potentiellement un cessez-le-feu, ou mieux encore, l'échange de prisonniers, puisqu'ils sont des milliers encore à être en prison en Russie, ainsi que par exemple la libération des enfants qui ont été kidnappés par la Russie. Donc aujourd'hui, le message des Ukrainiens, c'est on ne peut pas décider du futur de l'Ukraine sans la présence même de l'Ukraine. Donc ce qui va intéresser, je le répète, c'est si la semaine prochaine, oui ou non, il y aura une réunion. Merci beaucoup Cyril Amourski à Kiev pour BFM TV. Deux informations concernant Donald Trump à 16h05. D'abord, il s'est entretenu avec le président biélorusse Loukachenko, qui est un allié de Poutine, il faut le rappeler. Et puis Donald Trump accueillera Vladimir Poutine à sa sortie d'avion en Alaska dans un peu plus de 5 heures désormais. Donald Trump qui s'est exprimé à bord de cette Air Force One qui a quitté le Maryland aux alentours de 14h heure française. On va écouter le président des États-Unis. C'est quelqu'un d'intelligent, il fait ça depuis longtemps, mais moi aussi je fais ça depuis longtemps. Et voilà, nous sommes présidents, c'était beaucoup plus difficile que ce que je fais aujourd'hui, croyez-moi. Nous nous entendons bien, il y a un bon niveau de respect des deux côtés et je pense que quelque chose va se passer. Et donc, dans l'attente de cette rencontre, Anchorage se prépare de différentes manières. Vous allez le voir, sur la base militaire où se tiendra le sommet, la sécurité est à son comble. Dans les rues de la ville, la population reste, elle, plutôt tranquille, hormis ceux dont le domicile a dû être réquisitionné. Et puis, il y a aussi les manifestants pro-paix en Ukraine, venus en nombre avec des drapeaux américains et ukrainiens. Ils s'opposent à la venue de Vladimir Poutine. Reportage dans la ville la plus observée de ce 15 août dans le monde avec Antoine Lard. C'est ici, dans cette base militaire à la sortie d'Anchorage, que Vladimir Poutine et Donald Trump vont se rencontrer. Le site est immense, 3 fois la taille de Paris, et il est évidemment ultra sécurisé avec ce grillage et des barbelés tout autour et des checkpoints à l'entrée. Les deux présidents ne sortiront pas de la base. Alors à 10 km de là, dans les rues du centre-ville, la vie suit son cours comme si de rien n'était. Ici, aucun dispositif de sécurité particulier. Ce sommet historique ne perturbe pas la vie des habitants. En coulisses, en revanche, la ville connaît une certaine effervescence. Cet agent immobilier en a été le témoin direct. Il a loué cette maison au Secret Service, la protection du président américain. Tout s'est organisé à la dernière minute. Ils ont découvert dans un tweet qu'ils devaient aller en Alaska et ils étaient en panique pour essayer de loger tous leurs agents. Le lendemain, ce sont les Russes qui m'ont appelé. Ils voulaient louer la même maison. Mais d'autres refusent que leur ville soit associée à cette rencontre. Ils sont scandalisés par la venue de Poutine. Que notre président l'invite, c'est une honte. Ça n'est pas ce que représente notre pays. Notre pays doit défendre la paix. Il faudrait l'arrêter, mais là, il est accueilli sur une base militaire en plus. C'est choquant. Des manifestants qui vont continuer de faire entendre leur voix. D'autres rassemblements sont prévus aujourd'hui en marge du sommet. Et cette soirée historique, ce sommet, il est à vivre évidemment sur BFM TV. Ce sera dès 19h en édition spéciale avec nos équipes sur le terrain déployées en Alaska, donc à Anchorage, à New York également ou encore à Moscou et Kiev. Et vous retrouverez Maxime Switek en plateau entouré de nos meilleurs experts jusqu'au bout de la nuit pour suivre cette actualité en direct. 16h08, une réaffirmation violente de l'antisémitisme. Voilà la réaction du président du CRIF après qu'ait été abattu l'arbre planté en hommage à Ilan Halimi, ce jeune Français torturé à mort en 2006 par le gang des barbares. L'arbre planté à Épinay-sur-Seine a été sectionné, probablement à la tronçonneuse. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. On voit ça avec Zoé Lamarche, Laura Baquet et Margot Vizade. Il ne reste plus que 20 cm de cet olivier. Dans le quartier, la profanation de ce symbole d'hommage à Ilan Halimi émeut. Claudine est venue s'y recueillir et déposer quelques fleurs. C'est ma façon à moi de condamner cet acte et puis de lui rendre un nouveau hommage. C'est émouvant, franchement c'est émouvant. C'est une pensée pour les parents de la famille de M. Halimi surtout qui
qui doit être prise. Ça doit être terrible pour eux. Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête pour destruction d'un bien d'utilité publique. Mais cette dégradation fait tout de même grandir l'inquiétude des riverains. Ce sont des actes qui se banalisent de plus en plus et on est toujours dans l'escalade, quoi. À chaque fois, on se dit que ça ne pourra pas atteindre un stade d'horreur supplémentaire et puis là, on se rend compte que même les morts ne sont plus respectés. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, s'est dit profondément indigné par cette atteinte à la mémoire du jeune homme. Cette réaffirmation violente de l'antisémitisme à la face de la société est quelque chose d'extrêmement douloureux. Il n'y a rien de plus lâche et les assassins de sa mémoire ne valent pas mieux que ceux qui lui ont pris la vie il y a 20 ans. Le maire d'Épinay-sur-Seine promet qu'un autre arbre sera planté dans les meilleurs délais. En 2019, sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois cette fois, 2 autres arbres installés en mémoire d'Ilan Halimi avaient eux aussi été vandalisés. Des actes qui ont été réprimés et qui ont été commentés évidemment avec nombreuses réactions politiques cet après-midi. Alexis Cuvier est notre chef adjoint du service politique et il revient sur ces réactions, à commencer par celle du président Emmanuel Macron. Oui, la réaction du président de la République qui a été publiée à la mi-journée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron qui commente avec beaucoup de gravité et de fermeté. Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois, dit le chef de l'État. Il n'en sera rien. La nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine. Face à l'antisémitisme, la République toujours intransigeante, dit Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tôt, un message avait été publié, cette fois-ci par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ilan Halimi a été torturé et tué parce qu'il était juif. La barbarie de ces geôliers et assassins se poursuit dans la haine antisémite de ceux qui ont détruit l'arbre qui avait été planté en sa mémoire. On ne peut éprouver que dégoût et colère face à ce geste. Cette émotion donc au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif, mais également dans les autres forces politiques. Regardez cette réaction d'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Honte au profanateur antisémite, je cite, qui a dû penser que cet acte était d'un courage infini. À l'opposé de la classe politique, cette réaction d'Éric Ciotti, le président de l'UDR, un allié de Marine Le Pen, à Épinay-sur-Seine, l'arbre en hommage à Ilan Halimi a été abattu. C'est un abominable symbole de l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays, dit le député des Alpes-Maritimes. Une forme d'union nationale pour condamner ce qui s'est passé à Épinay-sur-Seine. Union nationale qui n'est pas sans rappeler l'émotion très forte qui avait secoué la classe politique il y a 19 ans maintenant, lorsqu'Ilan Halimi avait été assassiné. Merci Alexis. Une autre enquête à présent pour homicide volontaire. Cette fois, pour l'un des 4 corps repêchés dans la Seine à Choisy-le-Roi, c'est dans le Val-de-Marne. Des découvertes qui remontent à mercredi. On en parle avec Paul Conge du service police-justice de BFM TV. D'après les derniers éléments, ces corps pourraient s'être retrouvés ensemble à cet endroit-là de la Seine presque par hasard. En tout cas, il n'y aurait pas de lien entre ces corps. Oui, c'est stupéfiant, mais selon des sources concordantes à BFM TV, eh bien, les enquêteurs pensent qu'il n'y a pas de lien entre ces 4 morts qui n'ont vraisemblablement pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Alors c'est assez contre-intuitif puisque ces cadavres ont été retrouvés ensemble, mais ça peut s'expliquer, nous indique une source judiciaire, parce que la brigade fluviale retrouve assez régulièrement des corps qui flottent dans la Seine et ceux-là ont été découverts à un endroit où des branchages pouvaient bloquer des corps à la dérive. La piste privilégiée, c'est qu'ils ont sans doute décédé à des endroits très différents et que les turbulences de la Seine les auraient liés ensemble. Alors un de ces morts est effectivement considéré comme d'origine criminelle après autopsie. Son corps comporte des traces de violence. Une procédure d'identification ADN est en cours. Il est en état, lui, d'être reconnu par ses proches. Mais justement, ce n'est pas le cas des 3 autres. Oui, ces 3 autres corps, justement, quelles seraient les causes ? Alors ces 3 corps, ils sont dans un état extrêmement dégradé. Ils ont passé beaucoup de temps dans l'eau, peut-être des semaines, peut-être des mois. Ce sont des hommes, mais impossible de savoir leur âge. Il pourrait s'agir de personnes disparues, de personnes en fugue, de sans-abri qui se seraient noyées. Alors l'enquête se poursuit, mais ces corps ne présentent pas d'impact de balle, pas de traces de coups de couteau. Les enquêteurs penchent plutôt pour une piste accidentelle de type noyade. Il va falloir les identifier maintenant et c'est compliqué. Pour s'en rendre compte, il nous avait été indiqué hier par 2 sources policières que ces 3 hommes étaient de type africain. En réalité, à l'issue de l'autopsie, le médecin légiste a conclu qu'ils étaient de type caucasien. D'où vient cette erreur ? Eh bien, quand un corps est immergé très longtemps dans l'eau, eh bien, sa peau se noircit. Et c'était le cas quand il a été retrouvé par les policiers. Donc, les investigations se poursuivent pour tenter de les identifier. Et ce ne sera donc pas une mince affaire.
Merci beaucoup, Paul. Pour toutes ces précisions, 16h15 sur BFM TV, la canicule à présent, elle gagne du terrain encore dans l'Hexagone. Plus de vigilance rouge, comme au début de la semaine, mais pas moins de 70 départements en vigilance orange. Et le seuil des 40 degrés qui sera atteint dans le sud-ouest, autour de la Méditerranée également, et des régions jusque-là épargnées, comme celle de la Bretagne, sont également concernées par cette vigilance. Alors, vacanciers et travailleurs doivent s'adapter un petit peu partout. Lola Bay, Théo Basilana, Lucas David, Tanguy Tricoire avec Hilal El Aflahi. Bronzage, baignade, lecture ou château de sable. Sur cette plage de Palavas-les-Flots, chaque vacancier a son programme pour supporter la chaleur. Au 8e jour de canicule, Yannick, 83 ans, a mis en place sa routine fraîcheur. Le matin, la baignade obligatoire. Hein. Et puis, à midi et demi, on rentre chez nous. Après, c'est plus un petit peu plus au frais. Puis se reposer un peu parce que venir à l'après-midi, c'est trop chaud. Et là, ça dure depuis un petit moment de temps. Dans le temps, on avait des pointes de chaleur, mais ça durait 2 ou 3 jours, que là, c'est des semaines maintenant. 40 degrés sont attendus à Palavas-les-Flots. Alors, après une matinée passée dans l'eau, Lucrèce et sa petite fille rentrent se mettre au frais. On reste sur le balcon parce que c'est bien ventilé chez nous, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, j'aime bien. Les vacanciers adaptent leur emploi du temps et les travailleurs aussi. Dans ce verger, le mercure dépasse les 36 degrés à l'ombre. Alors cet arboriculteur a mis en place une série de mesures pour préserver ses salariés. Horaires aménagés, temps de pause obligatoire, tenue vestimentaire adéquate. Et pour assurer la récolte, il faut faire preuve d'ingéniosité. Le soleil tourne, eh bien, donc, nous devons tourner aussi avec lui. Et puis choisir, quand on a vraiment une intensité lumineuse, eh bien, le côté à l'ombre pour pouvoir travailler. Les organismes sont mis à rude épreuve par la canicule, y compris les végétaux. Certaines pommes brûlées pourrissent et sont invendables. Alors là aussi, il a fallu trouver une solution. Des applications d'argile protectrice, en fait, que l'on va mettre sur le végétal. Comme on met une crème solaire, je dirais, quand on s'expose au soleil, eh bien là, la crème solaire, elle est naturelle, elle s'appelle de l'argile. Un remède naturel bienvenu, car la canicule a déjà détruit 30% de la récolte de cette variété de pommes. Et on en parle avec notre invité Louis Soula. Bonjour, vous êtes vice-président du SAMU Urgence de France. Face à cette situation, cette canicule qui perdure depuis, de jour en jour depuis le début de la semaine, avec donc de plus en plus de départements concernés par des hautes températures, comme on l'a vu même en Bretagne, il faut s'adapter. Est-ce que vos services, déjà, au niveau des urgences, ont reçu plus d'appels que les précédents jours ? Oui, bonjour. Effectivement, on ressent une augmentation du nombre d'appels au niveau des SAMU-SAS, à peu près 15% d'appels en plus sur des périodes similaires. Et surtout, les urgences sont plus sollicitées, d'autant plus qu'on attaque un week-end prolongé avec une offre de soins qui est plutôt réduite. Donc les services d'urgence qui sont normalement ouverts reçoivent plus de patients. Et avec la durée de la canicule, on commence à avoir plus de demandes d'hospitalisation pour les personnes âgées notamment. Parce que c'est ça, c'est le fait que c'est pas tant qu'il y ait une canicule qui sature les services, en tout cas qui les encombre davantage, c'est parce que cette canicule, elle dure. On est à plus d'une semaine maintenant de forte chaleur. Si on compare avec la précédente vague de canicule, est-ce qu'on peut dire que celle-ci est un peu plus violente quand même ? Alors, elle est plus longue, elle est très inégale, l'impact est très inégal sur le territoire, puisque ça remonte actuellement vers le nord et la côte ouest. Donc, les services d'urgence de la moitié sud ont été plus sollicités. L'avantage, entre guillemets, c'est qu'on a moins de malaise consécutif à des expositions prolongées au soleil pour les personnes qui doivent travailler, puisque tout le secteur du bâtiment est en congé, et ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, on a plus d'hospitalisation de personnes isolées qui ont des traitements lourds, puisque la chaleur déséquilibre un peu l'effet des traitements et surtout entraîne plus d'effets secondaires. Et c'est ces personnes-là qu'on commence à accueillir maintenant au bout de plusieurs jours de canicule. Merci beaucoup Louis Soula, vice-président du SAMU Urgence de France, de nous avoir répondu sur cette situation qui se dégrade sur le territoire et donc des urgences et des services des SAMU qui sont de plus en plus sollicités. Donc faites bien attention à cette canicule qui touche également d'autres parties de l'Europe, notamment dans le sud et l'Espagne qui aujourd'hui encore voit sa canicule et également le risque d'incendie de forêt très élevé à l'extrême, même dans une grande partie du
du pays. L'Espagne qui a déjà subi plus d'une dizaine d'incendies depuis bientôt 2 semaines et qui ont entraîné la mort d'au moins 3 personnes. La situation est très compliquée. La France a envoyé 2 Canadair. Reportage de Zoé Lamarche. Avec un simple seau d'eau, Cecilio lutte encore contre les dernières braises, craignant que le feu ne reprenne. On nous a évacués mardi et là on revient seulement. J'étais dans un gymnase à 20 km de là. Je faisais un tour pour voir, puis j'ai vu de la fumée et je suis allé chercher de l'eau plus loin. Je suis en train d'éteindre une fumerole. Il y a encore de la fumée. Dans son village, toute une rue a été détruite par les flammes. Les habitants sont revenus nettoyer les dégâts. Au milieu des maisons calcinées et des façades noircies par la fumée, Angela est venue d'un village voisin pour prêter main forte. C'est avec tristesse qu'elle découvre les ravages de l'incendie. J'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup de peine pour ce que je suis en train de voir. J'ai réellement de la peine, c'est une injustice ce qu'il s'est passé en Espagne. Tout le pays est en train de brûler. Sur les routes, au milieu d'une vaste étendue noircie par les flammes, des épaves de voitures abandonnées. Selon l'Agence météorologique nationale, le risque d'incendie va rester très élevé encore plusieurs jours, alors que 157 000 hectares sont déjà partis en fumée à travers tout le pays. L'actualité à 16h20 aussi, cette grève des pharmaciens, grève massive demain. Près de 90% des officines devraient être fermées. La raison de la colère, le plafonnement par le gouvernement, des remises des pharmaciens sur les médicaments génériques. Une remise à 30% en septembre, puis 20% en 2027 au lieu des 40% actuellement. Conséquence, les marges grignotées pour les professionnels qui craignent davantage de fermetures de pharmacies. Reportage d'Hugo Dorsemène. Dès le comptoir, les patients sont prévenus. Donc samedi, les pharmacies sont appelées à fermer. Il n'y aura pas de service ce week-end, mais la nouvelle est bien accueillie. C'est embêtant, mais bon, il faut bien aussi qu'ils se mobilisent, c'est légitime, oui. Partout en France, les pharmaciens protestent contre un arrêté pris par le gouvernement. Il entend baisser leur remise commerciale, obtenue lors de l'achat de médicaments génériques. Ouais, donc une partie de la réserve de nos génériques se trouve ici. Donc en fait, c'est tous ces médicaments-là qui seront impactés sur la baisse des remises commerciales. Ces remises passeraient de 40% actuellement à 20% en 2027. Conséquence, le pharmacien pourrait perdre jusqu'à 50 000 € de chiffre d'affaires. Je n'aurai pas d'autre choix que de licencier. Si je licencie un de mes pharmaciens assistants, c'est un 35 heures. Il va falloir que je travaille d'autant plus. Selon les syndicats, la mesure pourrait avoir des conséquences catastrophiques dans un réseau déjà fragilisé. Il y a eu, pour rappel, 260 pharmacies qui ont fermé leurs portes l'an dernier, 140 depuis le début de l'année 2025. Donc c'est un réseau qui est extrêmement fragile, c'est des toutes petites structures. Ça va nous, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, si on peut dire, et qui va provoquer la fermeture de nombreuses officines, notamment les plus fragiles, donc en zone rurale, dans les quartiers. Demain, près de 90% des pharmacies prévoient de baisser le rideau. Certaines officines seront toutefois réquisitionnées pour assurer un accès minimum aux médicaments urgents. Tout de suite, la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et nous emmenons à Paris voir Notre-Dame de Paris qui, pour ce 15 août, célèbre de nouveau cet après-midi l'Assomption, un jour de fête religieux donc, mais aussi un jour de fête pour l'édifice qui a rouvert il y a seulement 8 mois. Et oui, la cathédrale qui, depuis décembre, date de sa réouverture, elle a accueilli plus de 7 millions de visiteurs. Ça fait d'elle le monument le plus visité de la capitale. Lounis Kelaf et Louis Gagnepin. C'est l'arrêt incontournable de sa visite. On va s'arrêter ici pour parler de Notre-Dame. Diana, guide parisienne, fait visiter la capitale à une vingtaine de personnes qui n'attendaient qu'une chose, être au plus près de Notre-Dame. C'est l'un des trésors de la France. Je suis impressionnée par cette façade, les sculptures et la taille de l'église. Pour la visiter avec ou sans rendez-vous, il faut également s'armer de patience. La file d'attente s'allonge et les créneaux de réservation partent très vite. Depuis sa réouverture en décembre 2024, Notre-Dame a déjà accueilli plus de 7 millions de visiteurs. C'est environ 35 000 par jour. En quelques mois, la cathédrale redevient le monument le plus visité de Paris. Posez-moi des questions.
C'est le principe d'avoir un guide et pas quelque chose de préenregistré. Un regain d'intérêt également chez les visiteurs français, suscité par l'incendie de 2019. Assez souvent, ils sont émerveillés, ils voient bien que la restauration a changé énormément de choses. On a été marqués par cet incendie, on a vraiment cru que ça allait être la fin, quoi. Et ça nous a touchés, quoi. Pour autant, le recteur de la cathédrale ne veut pas parler d'un effet de mode. Le renouveau de Notre-Dame, c'est le renouveau et l'intérêt montré par le patrimoine. C'est aussi le renouveau de la foi, parce que ce renouveau de la foi, il existe aujourd'hui chez les chrétiens. Le nombre de gens qui sont baptisés à Pâques le montre, et le nombre de gens qui viennent à Notre-Dame pour prier, pour y vivre une expérience spirituelle, est aussi un signe que Notre-Dame a toute sa place au cœur de Paris et de notre pays. À ce rythme, Notre-Dame devrait terminer l'année avec 12 millions de visiteurs accueillis, soit 1 million de plus qu'avant sa fermeture. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. La météo, Loïc Rivière. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Les orages ont déjà fait plusieurs passages. Pour l'instant, ils sont isolés, tout de même assez actifs, ici notamment sur les hauteurs de Savoie en cette fin de semaine, dans cette nuit du 15 août. Ces orages vont s'organiser en début de semaine prochaine. Dégradation à surveiller, mais qui mettra fin à cette canicule mardi à l'ouest, puis mercredi en allant vers l'est du pays. 66 départements seront maintenus en vigilance orange pour cette journée de samedi. Ça va s'améliorer sur le Loiret en allant vers la Haute-Marne. Dans le même temps, on surveille toujours ces températures caniculaires jusqu'au Finistère. Première vigilance orange pour le Finistère cet été. La chaleur remonte peu à peu vers la Bretagne. Vous voyez cette dépression qui va s'approcher. C'est elle qui nous donnera ces orages violents en début de semaine prochaine. D'ici là, pour ce samedi, beaucoup de soleil dès le début de la matinée, sauf en remontant vers le nord de la Somme. Les nuages bas seront nombreux, parfois doublés de brouillard. Quelques plaques de grisaille également sur la côte basque. Ça va se dégager. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer facilement. On aura quelques coups de tonnerre à nouveau sur les Alpes frontalières, des orages qui pourraient déborder sur l'arrière-pays niçois. Et voyez, ce vent de retour en Méditerranée, le risque d'incendie sera très sévère, notamment dans le département de la Drôme, mais aussi pour le département de l'Aude. Des températures déjà élevées le matin, 25 degrés à Narbonne, 27 à Nice, vous aurez 23 à Bordeaux, 22 à Dijon. Et 19 à Paris, dans l'après-midi à nouveau. Des pointes à 40 degrés des bords de la Garonne jusqu'au Languedoc, jusqu'en bord de mer. Parfois, vous aurez 36 à Lyon, 28 à Reims et 24 degrés au plus bas à Cherbourg. Voyons rapidement pour la suite. Dimanche, il va faire très chaud à nouveau. Peu à peu, les très fortes chaleurs vont se replier vers le sud. Et lundi, un air un peu plus océanique va arriver par l'ouest. La voici, cette dégradation orageuse. Mardi, principalement à l'ouest, au sud du pays. Puis en remontant vers le Grand Est ce mercredi, jeudi, on sera parfois en dessous des moyennes de saison cette fois-ci. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Quasiment 16h30 sur BFM TV, vous regardez l'après-midi info. Merci d'être avec nous. H-5 avant ce sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Les deux chefs d'État sont en route vers Anchorage où ils doivent se rencontrer pour la première fois depuis 2019. À la clé peut-être un cessez-le-feu, peut-être une future réunion avec Zelensky, peut-être rien. Analyse et dernières informations avec nos reporters, nos équipes sur le terrain. À la une également, c'est 3 morts au moins dans une dizaine d'incendies de grande ampleur en Espagne. Le pays qui est en proie à de violents incendies dans un contexte de canicule qui dure depuis bientôt 2 semaines. Et c'est surtout le nord-ouest du pays qui est touché. Nous retrouverons Laura Cambo sur place dans ce journal. On parlera aussi de cette enquête pour homicide volontaire ouverte pour l'un des 4 corps repêchés dans la Seine mercredi. Une première autopsie a conclu à un acte criminel sur le corps le moins détérioré. Pour les autres, l'enquête se poursuit. Le lien entre tous les corps est désormais exclu selon nos informations.
Plus que quelques heures donc avant cette rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska pour décider de l'avenir en Ukraine. Rencontre qui doit débuter vers 21h30 heure française. Le président américain a décollé peu avant 14h de la base d'Andrews, c'est près de Washington. On prend la direction d'Anchorage en Alaska où va se tenir le sommet dans quelques instants. D'abord, je vous propose justement d'écouter le président américain. Il s'est exprimé devant les journalistes à bord de l'Air Force One. C'est quelqu'un d'intelligent, il fait ça depuis longtemps, mais moi aussi je fais ça depuis longtemps. Et voilà, nous sommes présidents, c'était beaucoup plus difficile que ce que je fais aujourd'hui, croyez-moi. Nous nous entendons bien, il y a un bon niveau de respect des deux côtés et je pense que quelque chose va se passer. Et nos invités Bonjour, nous rejoignent. Installez-vous, on vous en prie, c'est le direct. Vous êtes là, voilà. N'importe, asseyez-vous. Voilà. Choisissez. Merci donc Nathalie Crin, franco-ukrainienne, membre de l'association Femmes ukrainiennes en France, de nous avoir rejoints. Nous sommes également avec donc Oleg Koptsev. C'est bien comme ça qu'on prononce. Merci, professeur de géopolitique à l'Université américaine de Paris. Pour revenir donc sur cette rencontre qu'on attend d'ici 5 heures à peu près, une fois que les deux présidents seront arrivés à Anchorage. À quoi peut-on s'attendre, Oleg, selon vous, quand on sait que tout le bien qu'on a entendu dire de Vladimir Poutine, le président américain, on sait qu'il y va pour négocier, mais pas au nom de l'Ukraine. Il a encore rappelé à bord d'Air Force One. Alors à quoi s'attendre ? Pas grand-chose. Lui, Trump s'attend sans doute à grand-chose. Rappelons-le, il est quand même, malgré l'image qu'il essaye de se créer, très naïf. C'est un amateur en relations internationales. Très franchement, il n'y connaît rien. Et le pire, c'est que on pourrait le comparer à Reagan, qui était un peu amateur. Reagan avait une grande différence avec Trump, c'est qu'il savait s'entourer des gens qui s'y connaissaient. Même Kissinger, qui était à la retraite, quand même était dans les coulisses pour conseiller la nouvelle génération qui était autour de Reagan. Trump ne s'entoure que d'amis de business. Le Witkoff, par exemple, qui allait faire les premières ou les pré-négociations à Moscou. C'est un investisseur. Est-ce que ça donne une indication peut-être justement sur la teneur de cette rencontre qui ne sera peut-être pas uniquement axée sur un cessez-le-feu en Ukraine? Ça pourrait l'être. Ils vont essayer, mais à mon avis, ils vont très très vite. Les Américains, Trump en tête, vont très vite s'apercevoir qu'ils vont être très très vite dépassés par Poutine, qui est quand même et surtout Lavrov. Je pense surtout à Lavrov. Qui est le ministre des Affaires étrangères de Poutine, c'est vraiment c'est le vieux de la vieille garde soviétique formé. Qui est venu d'ailleurs avec son sweatshirt siglé CCCP. Tiens, c'est pas un hasard. Pas un hasard. Et qui est formé à l'école de Gromyko. Gromyko dont la carrière diplomatique s'est étendue de 1942, Yalta, et on voit, il est en photo dans Yalta, la photo de groupe à la fin, on voit, ou Potsdam, je me rappelle un des deux, mais bon, il était présent, certainement à Potsdam, et ambassadeur des États-Unis en début de carrière sous Staline, et qui a fait plusieurs régimes. C'est vraiment le Talleyrand soviétique jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop vieux, jusqu'à sa mort quasiment, et avec quelques années d'interruption. Enfin, il n'a pas été ministre constamment, mais genre le trois quarts de l'histoire soviétique après 1945. Et c'est ça que Lavrov, il sort de cette école-là. Face à l'amateurisme des Trumpistes, il va y avoir de très mauvaises surprises du côté de la délégation américaine. Pour rester avec nous, on va aller rejoindre Hugo Capelli, qui est près du fort de Brégançon pour BFM TV, le chef de l'État qui passe ses congés d'été dans le Var. Il n'a, comme d'autres dirigeants européens, pas été convié à ce sommet bilatéral pour l'instant. Hugo Capelli, pour l'instant, le président qui suit de près la rencontre à distance, il a même eu ce matin au téléphone Volodymyr Zelensky.
Oui, et forcément, depuis le fort des Brégançons, eh bien, les regards sont déjà tournés sur ce qu'il va se passer en Alaska dans les prochaines heures. Évidemment, on va suivre de près ce qui va se passer, ce qui va se dire aussi entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il faut le rappeler, il y a eu des échanges entre Donald Trump et les soutiens de Kiev, de Volodymyr Zelensky, ce qu'on appelle la coalition des volontaires dont fait partie la France. Il y a une attente principale, c'est que Vladimir Poutine accepte un cessez-le-feu, que ce conflit en Ukraine prenne fin le plus vite possible. Et puis il y a aussi une menace de la part des pays comme la France. Il pourrait y avoir de nouvelles sanctions économiques contre la Russie si Vladimir Poutine n'accepte pas le cessez-le-feu. Alors effectivement, dans les dernières heures, on prépare aussi côté français ce sommet en essayant d'éplucher les différents scénarios possibles. Et pour ça, eh bien, il y a eu des appels avec certains dirigeants et notamment Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont parlé au téléphone hier. Ils se sont encore parlé au téléphone aujourd'hui. Ils ont une discussion plutôt franche, plutôt un dialogue étroit, nous dit-on du côté de l'Elysée. C'est important cette précision parce que Volodymyr Zelensky, on le sait, était en Europe ces derniers jours. Il est allé voir ses alliés mercredi du côté de l'Allemagne. Il était hier au Royaume-Uni avec le Premier ministre Starmer. Il n'a pas rencontré Emmanuel Macron et ça, c'est l'information que nous avons eue aujourd'hui. Il y aura donc dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois, ce n'est pas encore calé officiellement, mais une rencontre en tout cas entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky en fonction de ce qui se passera en Alaska. On imagine bien évidemment que dans la soirée, dans la nuit, les téléphones vont changer et vont chauffer et il y aura évidemment des réactions dans les prochaines heures en fonction de ce qui se passera donc du côté de l'Alaska. On va suivre ça de très près, évidemment, avec tous nos reporters, notamment vous, Hugo Capelli, donc en direct du fort de Brégançon, avec Simon Pérez de Souza derrière la caméra. Nathalie Schrein, il y a ce contexte. Donc, d'un côté, Volodymyr Zelensky qui n'est pas convié à la table des négociations, l'Europe qui n'est pas présente notamment, mais pour autant, le président ukrainien qui compte, il a dit compter sur Donald Trump pour convaincre la Russie de mettre fin à la guerre. On a une réponse un peu dans Air Force One, on a bien compris que ce n'était pas vraiment l'affaire de Donald Trump dans l'immédiat en tout cas, que ça se ferait peut-être dans un second temps. On a du mal à voir comment va exister l'Ukraine dans ce sommet où elle n'est pas conviée. Oui, c'est bien ça le problème. Normalement, quand deux pays se font la guerre, normalement, il faut au moins discuter avec les deux pays qui sont en train de se faire la guerre. L'Ukraine est manquante là dans l'équation. Je ne sais pas comment on peut faire pour mettre fin à une guerre sans avoir les deux parties. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura quand même un cessez-le-feu, parce que comme je le dis et comme les Ukrainiens le disent, toutes les nuits, tous les jours, l'Ukraine est bombardée. C'est extrêmement éprouvant. Il y a encore eu des frappes à Soumy ou encore à Kharkiv. Tout à fait, c'est tout le temps, c'est incessant. Vous imaginez toute une population de tout un pays. Je rappelle, l'Ukraine, c'est plus grand que la France. Hein, c'est partout, sur tout le territoire. C'est pas uniquement sur la zone de front. Les populations souffrent. Elles peuvent pas dormir. Elles peuvent pas faire tout ce que nous on fait, c'est-à-dire aller faire ses courses. Pof, il y a une alerte. Il faut descendre dans les abris. Travailler, c'est compliqué. Donc, ça met une pression psychologique énorme. C'est la volonté de la Russie. Mais bien sûr que c'est une volonté de la Russie. Donc, ça, il faudrait qu'on puisse avoir au moins un cessez-le-feu pour quelque temps pour pouvoir se refaire une santé, déjà. Et on va aller sur le terrain justement. Alors vous voyez ces images à Anchorage devant cette base ultra surveillée 5 heures avant ce sommet historique. On va aller sur le terrain, voir un petit peu, prendre la température de ces Ukrainiens à quelques heures de ce sommet historique. C'est sûr, décisif, ça reste à voir. On voit ça avec ce reportage d'Agathe Albouy. À quelques heures d'un sommet qui pourrait sceller leur destin, les Ukrainiens de Kiev n'espèrent pas grand-chose d'une rencontre à laquelle leur président n'a pas été convié. Je suis sceptique. Pour être honnête, je ne pense pas que quoi que ce soit sera décidé concernant l'Ukraine. Et je ne voudrais pas que cela soit décidé dans notre dos. Il n'en sortira rien de bon. Puisque Poutine ne cède pas, Trump continuera à promouvoir son programme. Finalement, rien de bon n'en sortira pour l'Ukraine. D'autres Ukrainiens, épuisés par la guerre, vont jusqu'à envisager un échange de territoire, l'une des principales conditions exigées par Moscou en vue d'un accord de paix.
La Crimée est très controversée, mais à Donetsk et Louhansk, beaucoup ont choisi de rester malgré l'occupation russe. Je serais prête à abandonner ces deux régions. C'est douloureux parce que ma famille vivait dans ces régions et elle a été témoin de toutes les horreurs. Mon frère y vit toujours. Ça reste donc un sujet très sensible et très difficile à aborder. À Mélitopol, ville occupée par la Russie depuis le début de la guerre, le discours est totalement différent. Les habitants sont optimistes à l'approche du sommet. Ce sera certainement un événement décisif. J'espère juste que tout sera résolu et que nous oublierons ce conflit. Nous attendons avec impatience des changements positifs concernant nos territoires. Peut-être qu'il y aura des négociations et que tout cela finira par s'arranger. Donald Trump présente cette rencontre comme une première étape et envisage déjà un second sommet, incluant cette fois Volodymyr Zelensky. Et ce sommet historique, il sera donc à suivre évidemment sur BFM TV dès 19h avec notre grande soirée spéciale avec nos équipes déployées sur le terrain en Alaska, à New York, à Moscou, à Kiev. Et vous retrouverez évidemment Maxime Switek en plateau entouré de nos meilleurs experts et ce jusqu'au bout de la nuit. Donc soyez au rendez-vous. 16h40 sur BFM TV, 4 corps retrouvés mercredi dans la Seine et beaucoup de questions. Selon nos dernières informations, les enquêteurs pensent que les corps ont été émergés à des moments différents, sans lien apparent entre eux. Oui, mais l'un des corps lui porte des traces de violence. Une enquête pour homicide volontaire a donc été ouverte. Concernant les 3 autres corps, les enquêteurs privilégient pour le moment la cause accidentelle. On est en visio avec Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Merci d'être avec nous cet après-midi. On peut imaginer l'état dans lequel les enquêteurs ont retrouvé ces corps, notamment 3 particulièrement dégradés. Comment on travaille, comment on enquête sur ce type de corps ? En tout cas, c'est une enquête qui s'ouvre dans le cadre d'une procédure dite découverte de cadavres, au sens des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale. Une enquête surtout axée sur les constatations, et notamment les constatations médico-légales qui écartent ou pas la thèse criminelle. En tout cas, c'est un enjeu majeur pour ce début de procédure qui vise ensuite à identifier de manière formelle les victimes. Il y a parmi ces 4 corps, 3 corps qui ont été particulièrement détériorés parce qu'ils seraient restés très longtemps dans l'eau, beaucoup plus que le 4e corps. Ils se seraient retrouvés là un peu par hasard, peut-être bloqués par le courant, par ces secteurs particuliers de la Seine. Est-ce qu'on peut espérer trouver tout de même des indices sur ce genre de cadavres ? Tout à fait, et c'est toute l'importance, c'est la qualité des enquêteurs qui sont engagés, qui font des constatations techniques et scientifiques, à la fois sur le corps, grâce aux investigations médico-légales, je l'ai dit, mais également sur l'environnement proche de découverte de ces défunts, de ces décédés, avec un prélèvement du milieu aqueux, la végétation, l'environnement naturel qui borde la découverte de ces corps, mais également l'exploitation de toute la vidéoprotection, l'enquête de voisinage qui va permettre d'abonder un certain nombre d'éléments au dossier pour identifier à la fois le où, le quand et le comment. Et justement, j'allais vous poser la question de la vidéosurveillance, parce qu'on sait où on les a trouvés, ces corps, on ne sait pas où ils sont tombés et quand. Effectivement, c'est un passager, il faut le rappeler, du RERC qui a fait la découverte macabre mercredi. Là, il faut remonter le temps sur un périmètre qui peut être très large, plusieurs centaines de mètres, peut-être kilomètres. Je pourrais même dire plusieurs kilomètres possiblement, puisque en 2024, je vous rappelle tout de même que nous avons recueilli dans la Seine plus de 50 personnes décédées par noyade, ce qui peut expliquer effectivement qu'il y a parfois, par moment, un afflux de corps en raison des conditions météo, des courants fluviaux, et également de cette canicule qui a une action majeure sur à la fois le débit et l'intensité du courant. Merci beaucoup Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Dans l'actualité également, on en vient à cette réaffirmation violente de l'antisémitisme. C'est la réaction du président du CRIF qui a parlé de cet arbre abattu, arbre planté en hommage à Ilan Halimi, ce jeune Français torturé à mort en 2006 par le gang des barbares. L'arbre planté à Épinay-sur-Seine a été sectionné, probablement à la tronçonneuse. Clémence Renard est sur place pour BFM TV. Une enquête a été ouverte, Clémence.
Oui, c'est ce qu'a annoncé le préfet de Seine-Saint-Denis. Une enquête a été ouverte pour destruction d'un bien d'utilité publique. Regardez ce qu'il reste de cet arbre qui avait donc été planté en 2011 dans ce jardin à Épinay-sur-Seine, à quelques pas de la mairie, pour rendre hommage à Ilan Halimi, ce jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006, vous l'avez dit, par le gang des barbares. L'arbre a donc été sectionné dans la nuit de mercredi à jeudi, probablement avec une tronçonneuse. Un acte qui a profondément choqué ici les habitants d'Épinay-sur-Seine. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro d'Eliott Francôme. Ce qui se passe à Épinay-sur-Seine, où j'habite depuis 64 ans, et qu'il y a un acte antisémitisme dans ma ville, non, je n'accepte pas. Que la communauté juive est en danger actuellement en France. Il faut voir. C'est très choquant. En fait, c'est quand même un acte antisémite grave. C'est vraiment triste, quoi. Voilà, c'est une pensée pour les parents de la famille de M. Halimi, surtout, qui doit être prise. Ça doit être terrible pour eux. Et au-delà des habitants de la commune, cet acte a provoqué également de nombreuses réactions de la classe politique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a par exemple déclaré sur son compte X: abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine. On rappelle que pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu. Merci beaucoup Clémence Renard, en direct d'Épinay-sur-Seine avec Eliott Francôme. On en parle avec Franck Touboul, président du CRIF Toulouse, avec donc cet arbre abattu. On l'a vu sur cette lieu d'hommage à Ilan Halimi. Ces réactions du président de la République, mais aussi du Premier ministre, d'Elisabeth Borne, du ministre de l'Intérieur également. Et évidemment, les autorités prennent cela à cœur, mais est-ce que pour vous, suffisamment de travail a été fait pour que malheureusement on n'en arrive plus à ce genre de faits? Incontestablement non. La douleur que a suscité la mort d'Ilan Halimi est encore très perceptible chez beaucoup de gens. Il y a plus de 20 ans de cela, cet enfant, ce jeune, de 24 ans, a connu un véritable martyre. Et aujourd'hui, abattre cet arbre, c'est un symbole de plus qui s'inscrit dans une longue lignée depuis 20 ans de montée de l'antisémitisme où il y a eu des morts en France et à l'étranger. Et aujourd'hui encore, on déplore cette montée de l'antisémitisme sans véritablement agir contre cette montée de l'antisémitisme. On connaît aujourd'hui les principaux responsables de l'antisémitisme et qui croisent souvent les mêmes courbes de la hausse de la délinquance. Donc l'immense majorité des Français sont pleinement conscients de ce qui se passe et sont pleinement associés, je pense, à ce qui se passe au sein de la communauté juive, et on le voit partout en Europe aujourd'hui. Donc il est temps d'agir, et j'appelle le président de la République à faire de l'année qui arrive, de la lutte contre l'antisémitisme, une grande cause nationale, pour que partout, dans chaque étape de la vie d'un citoyen français, on puisse comprendre que les citoyens juifs sont des citoyens à part entière et que porter atteinte à leur intégrité physique ou culturelle, c'est une atteinte aux valeurs de la République et aux valeurs de la laïcité. Merci Franck Touboul d'avoir été sur BFM TV cet après-midi. On prend la direction à présent de l'Espagne. Le pays est confronté à une dizaine de feux de grande ampleur et de façon simultanée. Des feux qui ont entraîné déjà la mort de 3 personnes. On va aller rejoindre en direct Laura Cambo qui est sur place pour BFM TV. Dans le nord-ouest du pays, c'est Laura, la région la plus touchée par ces feux. Oui, tout à fait. Nous nous trouvons justement sur l'un de ces feux dont vous parliez, l'un de ces feux qui est le plus compliqué à traiter, nous disent actuellement les pompiers. Vous le voyez sur ces images. Alors ce feu, il a démarré mardi, il s'était un peu calmé et depuis quelques heures, désormais, il a repris en vigueur. Vous voyez ces épais nuages de fumée qui entourent toute la colline. C'est assez difficile de respirer ici. Pour tout vous dire, nous avons parlé au poste de commandement il y a quelques instants à un pompier qui nous avait dit que c'était très compliqué de contrôler cet incendie. C'est d'autant plus compliqué de le contrôler qu'il y a plusieurs départs de feu partout autour de nous. Nous en voyons absolument partout autour de la colline et ça inquiète beaucoup les pompiers. Ça les inquiète car la météo est très compliquée. Ici, il fait très chaud, plus de 35 degrés. Il y a le vent qui commence à se lever et il y a surtout cette végétation particulièrement sèche qui s'enflamme. On n'a rien de temps. Ça inquiète beaucoup les Espagnols. Nous en voyons actuellement qui passent, qui regardent un peu ce qui se passe. Ils sont également nombreux à avoir été évacués, plus de 1500
qui ne sont toujours pas chez eux actuellement. Il faut dire que la situation est très compliquée dans tout le pays, vous le disiez. Et il y a 115 000 hectares qui ont brûlé depuis dimanche. C'est absolument énorme, des records qui sont battus tous les jours et les autorités qui s'inquiètent particulièrement de l'évolution de la situation car il va faire encore très chaud tout ce week-end. L'alerte et la vigilance sont maximales, nous ont dit les pompiers. Merci Laura Cambou en direct de Mesquita avec Mathieu Lepeigné sur ces 115 000 hectares. Il y en a même 157 000 au total qui ont été détruits rien que depuis le début de l'année. C'est pour vous dire donc l'ampleur de cette vague de canicules et d'incendies particulièrement évidemment. Tout de suite, vos conditions de circulation. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Vos conditions de circulation pour la journée de demain, 16 août, avec beaucoup de monde dans le sens des retours principalement. Ce sera rouge sur tout le territoire. Pour le sens des départs, les chanceux qui partent maintenant, ça concerne le quart sud-est du pays. Ailleurs, ce sera aussi compliqué. Bison futé, voie du orange, restez prudents. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Votre chronique des vacances. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et vous en avez pris l'habitude, on continue de vous faire visiter la France comme si vous étiez à l'étranger avec cet objectif fixé par François Pitrel. Aujourd'hui, on parcourt la France, vous allez voir, avec une petite impression d'Amazonie. Pas vraiment. Reportage de Louis Gagnepin et François Pitrel. La végétation est dense et les souches d'arbres font penser à la mangrove tropicale. Nous ne sommes pas en Amazonie, mais bien sur les bords de la Loire. L'illusion est par endroits presque parfaite sur ce qui est considéré comme le dernier fleuve sauvage d'Europe. L'homme, il a tenté de la dompter, et je le dis bien tenter, et puis c'est un fleuve en fait qui est pas tant que ça aménagé. C'est pas un canal. L'endroit où on se tient là, quand on était en février, là on devait être peut-être 4 ou 5 mètres sous l'eau. Et le meilleur moyen pour découvrir le fleuve, c'est sûrement le canoë. Notre balade se déroule dans la région d'Ancenis. 14 km de descente avec parfois des rencontres. Michel est un aventurier solitaire. Cela fait 3 semaines qu'il descend la Loire à la rame. 700 km dans une nature sauvage, loin du monde. Je ne m'attendais pas du tout à ce niveau de nature. J'ai pas vu de déchets, vraiment. Tous les animaux, tous les oiseaux, tout. J'ai vu des castors, ce qui est quand même incroyable, au bivouac le soir. Le dépaysement sans partir à l'autre bout de la planète, c'est ce que recherche Florian. À pied, à vélo, en bateau, il partage ses aventures sur les réseaux sociaux pour montrer ces endroits exotiques, pourtant situés dans l'Hexagone. En France, on a tendance à pas forcément savoir qu'on a un fleuve qui fait penser à l'Amazonie, des glaciers qui font penser à l'Islande ou à la Patagonie, etc. Et en fait, c'est vraiment d'arriver à, je pense, ouvrir les yeux. C'est une question de regard un peu différent, quoi. Et pour vivre cette aventure exotique sur la Loire, il vous en coûtera une vingtaine d'euros. Et puis ça fait du bien à la planète par rapport à un voyage en Amazonie qui aurait émis 2,4 tonnes de CO2. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 16h52 sur BFM TV, on revient dans un instant dans l'après-midi info avec évidemment cette actualité historique, ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui doit démarrer à 21h30 ce soir. Donald Trump qui accueillera le président russe à sa sortie de l'avion prévue à 21h heure française. Tous les enjeux, les décryptages à quelques heures de cette soirée spéciale, c'est dans l'après-midi info. Et puis ne manquez pas la soirée spéciale de BFM TV à partir de 19h avec Maxime Switek, nos invités, nos reporters à Kiev, en Ukraine, à Moscou, à New York également, du côté d'Anchorage, en Alaska. C'est dans un instant sur BFM TV dans l'après-midi info. Mais d'abord, le temps de ce soir et des prochaines heures, temps caniculaire avec Loïc Rivière. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Les orages ont déjà fait plusieurs passages. Pour l'instant,
Ils sont isolés, tout de même assez actifs, ici notamment sur les hauteurs de Savoie en cette fin de semaine, dans cette nuit du 15 août. Ces orages vont s'organiser en début de semaine prochaine. Dégradation à surveiller, mais qui mettra fin à cette canicule mardi à l'ouest, puis mercredi en allant vers l'est du pays. 66 départements seront maintenus en vigilance orange pour cette journée de samedi. Ça va s'améliorer sur le Loiret en allant vers la Haute-Marne. Dans le même temps, on surveille toujours ces températures caniculaires jusqu'au Finistère. Première vigilance orange pour le Finistère cet été. La chaleur remonte peu à peu vers la Bretagne. Vous voyez cette dépression qui va s'approcher. C'est elle qui nous donnera ces orages violents en début de semaine prochaine. D'ici là, pour ce samedi, beaucoup de soleil dès le début de la matinée, sauf en remontant vers le nord de la Somme. Les nuages bas seront nombreux, parfois doublés de brouillard. Quelques plaques de grisaille également sur la côte basque. Ça va se dégager. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer facilement. On aura quelques coups de tonnerre à nouveau sur les Alpes frontalières, des orages qui pourraient déborder sur l'arrière-pays niçois. Et voyez, ce vent de retour en Méditerranée, le risque d'incendie sera très sévère, notamment dans le département de la Drôme, mais aussi pour le département de l'Aude. Des températures déjà élevées le matin, 25 degrés à Narbonne, 27 à Nice, vous aurez 23 à Bordeaux, 22 à Dijon. Et 19 à Paris, dans l'après-midi à nouveau. Des pointes à 40 degrés des bords de la Garonne jusqu'au Languedoc, jusqu'en bord de mer. Parfois, vous aurez 36 à Lyon, 28 à Reims et 24 degrés au plus bas à Cherbourg. Voyons rapidement pour la suite. Dimanche, il va faire très chaud à nouveau. Peu à peu, les très fortes chaleurs vont se replier vers le sud. Et lundi, un air un peu plus océanique va arriver par l'ouest. La voici, cette dégradation orageuse. Mardi, principalement à l'ouest, au sud du pays. Puis en remontant vers le Grand Est ce mercredi, jeudi, on sera parfois en dessous des moyennes de saison cette fois-ci. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Ima Protect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Donald Trump, Vladimir Poutine, une rencontre pour l'histoire. En Alaska, le président américain va-t-il réussir à mettre un terme à la guerre en Ukraine? Et à quel prix? Un événement à vivre en direct sur BFM TV. Nos experts au plus près de la rencontre et nos reporters avec les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky aura-t-il voix au chapitre? Donald Trump cédera-t-il face au maître du Kremlin? L'avenir de l'Ukraine se joue ce soir. Soirée spéciale, présentée par Maxime Switek, dès 20h, sur BFM TV. Mister Auto, pour tous ceux qui entretiennent leur auto, qui filent dans la ville, qui s'évadent chaque week-end ou qui roulent des mécaniques. Avec Mister Auto, cliquez et recevez la pièce ou l'accessoire qu'il vous faut pour toutes les façons de bouger, toujours à nos meilleurs prix. Trouvez les plus grandes marques sur mister-auto.com. Mister Auto, click, get and move. Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans, qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors, pour perdre du poids, à partir de 3,92 € par repas. Rendez-vous maintenant sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr, c'est important.fr. 96 pages, sans spirale. Bravo, champion. C'est leur raid ultramarine. Très bien. Surligneur, métallique. Il y avait des lots super intéressants. C'est bien joué, ça. On est prêts. Bureau Vallée, pour la rentrée, on met la barre très haut et les prix très bas. Avec Vérissure, la protection de la famille Le Sage est passée de ça à ça. Grâce au nouveau détecteur extérieur Vérissure, la télésurveillance met les intrus en fuite avant même qu'ils ne pénètrent chez vous. Télésurveillance Vérissure. Vous êtes enregistré. Et les forces de l'ordre alertées. Avec Vérissure Défense Active, le leader de la télésurveillance vous protège dès l'extérieur. Votre diagnostic sécurité gratuit en vous rendant sur vérissure.fr ou en appelant le 3110. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps,
Tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Il est 17h bientôt sur BFM TV. Bienvenue dans l'après-info si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Je ne suis pas ici pour négocier pour l'Ukraine. Déclaration de Donald Trump à bord de l'Air Force en direction de l'Alaska où il va rencontrer Vladimir Poutine dans quelques heures aux alentours de 21h30. Donc pour cette rencontre avec le sort de l'Ukraine entre leurs mains. Ça se passera en Alaska. Les enjeux sont élevés, affirme le président américain. Sont-ils compatibles avec ceux de l'Ukraine? Décryptage dans ce journal. Une enquête ouverte pour destruction d'un bien d'utilité publique après l'abattage d'un arbre érigé à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi. Réaction d'Emmanuel Macron. La nation n'oubliera pas cet enfant de France, mort parce que juif. Le jeune homme avait été torturé et tué en 2006 en raison de sa religion. 70 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Ce vendredi, la chaleur qui gagne presque l'ensemble du territoire, y compris en Bretagne, jusqu'ici épargnée. La barre des 40 degrés est dépassée dans le sud-ouest, mais aussi autour de la Méditerranée. La chaleur qui persistera encore au moins ce week-end. Mais tout d'abord, ce compte à rebours avant cette rencontre à 21h30, rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska pour décider de l'avenir de l'Ukraine. Donald Trump qui devrait accueillir son homologue russe à la sortie de l'avion, c'est ce qu'a déclaré le Kremlin. On retrouve Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante aux États-Unis, vous êtes à New York, vous suivez ce déplacement évidemment. Le président américain, on l'a vu sur notre antenne, a décollé de la base d'Andrews en début d'après-midi aux alentours de 14h heure française et il a brièvement pris la parole dans l'avion pour annoncer un petit peu la teneur de cet échange. Oui, déjà, il faut noter qu'il y a manifestement une vraie volonté de la part du Kremlin et de la Maison-Blanche que ça se passe bien. La présidente russe avait fait savoir qu'elle était partie à l'heure de Moscou, alors que Vladimir Poutine est réputé pour être toujours en retard. En 2018, Zelensky, il avait fait attendre 1 heure Donald Trump. Donc là, il n'y aura pas de retard. C'est un signe déjà qu'on veut que ça se passe bien. Donald Trump, vous l'avez dit, devrait accueillir son homologue russe à la sortie de l'avion. Donc la poignée de main devrait se passer sur le tarmac même de cette base militaire d'Anchorage. Donc il y a le décor et effectivement Donald Trump qui aime beaucoup parler aux journalistes quand il fait un voyage à bord d'Air Force One. Il y a 7 heures de vol entre Washington et Anchorage. Il a effectivement évoqué sa rencontre avec Vladimir Poutine et écoutez ce qu'il a dit d'ailleurs de son homologue russe. C'est quelqu'un d'intelligent, il fait ça depuis longtemps, mais moi aussi je fais ça depuis longtemps. Et voilà, nous sommes présidents, c'était beaucoup plus difficile que ce que je fais aujourd'hui, croyez-moi. Nous nous entendons bien, il y a un bon niveau de respect des deux côtés et je pense que quelque chose va se passer. Donc des mots très aimables pour évoquer son homologue russe. Vladimir Poutine veut négocier la paix, c'est ce que pense Donald Trump. Mais Donald Trump qui réitère ses menaces de conséquences très graves si le président russe ne fait rien, n'avance pas vers la paix, des sanctions économiques. Il l'a réaffirmé. Il a également précisé qu'il n'était pas là, ça vous l'avez dit, pour négocier à la place de l'Ukraine. Je suis là pour les amener à la table des discussions. Donc en évoquant les présidents russe et ukrainien Volodymyr Zelensky, puisque Donald Trump a vraiment dans la tête de l'organisation de ce second sommet, cette fois tripartite, avec lui, Vladimir Poutine et surtout Volodymyr Zelensky. Donc c'est des discussions. Il a aussi parlé des garanties de sécurité que veulent les Européens. Il a dit qu'ils pourraient s'allier avec les Européens, faire partie les États-Unis, intervenir aux côtés des Européens. C'est ce qu'il avait dit jeudi lors de ses coups de téléphone avec les dirigeants européens, mais pas dans le cadre de l'OTAN. Donc on en sait un peu plus. Il y a vraiment une volonté de sa part qu'il y ait des résultats, mais ça, on en saura plus d'ici quelques heures.
Elisabeth Guedel à New York pour BFM TV. Vladimir Poutine, lui aussi, s'est envolé en direction d'Anchorage, de l'Alaska, évidemment. Petite étape intermédiaire pour le président russe. Vous le voyez sur ces images tournées il y a quelques heures. Vladimir Poutine qui visite une usine à Magadan. On est à l'extrême est de la Russie. Visite de travail. Vous le voyez sur ces images dans un laboratoire, une usine de transformation et le raffinage d'huile de poisson. Le président russe ensuite qui va poursuivre sa route vers Anchorage. Et on va rejoindre Jean-Didier Revoin, notre correspondant BFM TV à Moscou, avec donc cette préparation de la délégation russe. On en connaît la composition. Parmi eux, il y a le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est arrivé, on l'a vu hier à Anchorage, avec ce fameux sweatshirt siglé URSS, CCCP en cyrillique. Mais il y a surtout ces attentes qu'il a fait passer, Sergueï Lavrov, de cette réunion, en disant que la Russie ne faisait aucune supposition. C'est assez vague. À quoi s'attendre ? Écoutez, la différence d'approche est quand même très flagrante. Si les autorités russes ont donné le cadre général, les dossiers qui allaient être discutés entre Vladimir Poutine et Donald Trump, on assiste à ces dernières heures à plusieurs déclarations fracassantes de Donald Trump, qui disait notamment que ce sommet avait une chance sur 4 d'échouer. Et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, lui a répondu. Nous n'anticipons jamais. Nous savons que nous avons des arguments et une position claire. Nous l'expliquerons. Beaucoup a déjà été fait lors des visites de Stephen Witkoff, l'envoyé spécial du président américain. Le président russe Vladimir Poutine en a parlé. J'espère que nous poursuivrons cette discussion très utile demain. Donc on le voit, les Russes restent au fait de leur dossier. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitry Peskov, expliquait que dans l'avion qui l'emmène entre Magadan et l'Alaska, Vladimir Poutine était encore en train de potasser les différents dossiers qui allaient être abordés avec le président américain. Cela va de la coopération économique bilatérale aux problèmes régionaux, en passant par la résolution du conflit ukrainien, bien évidemment. Et Moscou arrive sûr de ses arguments. Il faut voir maintenant dans quelle mesure est-ce que Donald Trump va pouvoir infléchir la position russe. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'est montré intransigeant et inflexible sur les propositions occidentales pour sortir de la crise ukrainienne. Merci Jean-Didier Revoin à Moscou pour BFM TV. Oleg Kopchev, vous êtes toujours avec nous en plateau, professeur de géopolitique à l'Université américaine de Paris. Quel intérêt justement il aurait, Vladimir Poutine, à écouter Donald Trump, à faire des concessions, à accepter peut-être un cessez-le-feu ? Alors il faut savoir qu'il ne va pas le faire tout de suite. Il va demander le maximum, l'impossible et le surréaliste. Vous avez eu un lapsus très révélateur tout à l'heure quand vous avez dit qu'on va négocier le sort de l'Alaska. Mais en fait, on peut s'y attendre. On peut dire, de manière, la presse russe adore ce sujet depuis des années en disant qu'on s'est fait avoir, on n'aurait jamais dû vendre l'Alaska. L'Alaska est à nous. Ils font tout un opéra à la Verdi en chantant la patrie perdue. En réalité, il y avait 800 Russes maximum lorsqu'il y avait le plus de Russes en Alaska. Bon, passons là-dessus. Toujours pour dire qu'il va demander l'impossible. Oui, il va sortir des choses délirantes comme, oui, après tout, commençons à parler de l'Alaska, du sort de l'Alaska. Ça devrait être à nous. Il est capable. Ça, c'est le style Gromyko, justement. C'est une partie de poker. On demande. C'est plus que du poker. C'est vraiment. D'abord, c'est plutôt du chantage que du bluff. Si on arrive vraiment en tirant l'artillerie lourde maximale et on attend que l'autre côté commence à être intimidé, commence à céder. Alors, il va quand même tomber sur Trump. C'est là où peut-être, même avec tout l'amateurisme de Trump, ça peut avoir quelques avantages si Trump ne va pas trop loin, s'il ne fait pas une crise d'hystérie et qu'il arrête aussitôt les négociations. Mais étant un peu moins diplomate, il peut également se fâcher et finalement jouer, peut-être sans le savoir, sans le réaliser. Il va peut-être être aussi dur que Lavrov et Poutine. Et oui, se fâcher pendant les négociations. Donc on pourrait... Voilà comment je vois le début, en tout cas, des négociations. Maintenant, ça peut dégénérer et très mal se terminer.
Je pense que le meilleur résultat de ces discussions, ça va être de se dire on va continuer à discuter et on va peut-être la prochaine fois inviter Zelensky, ce à quoi fait constamment allusion Trump ces derniers jours. Mais ça n'ira pas plus loin que de préparer la prochaine rencontre. Il ne faut pas oublier que, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, où on avait affaire justement à la diplomatie Gromyko à l'époque, Kissinger, tout diplomate qu'il était, il a mis quand même plusieurs mois en 1968 à obtenir un grand résultat des premières négociations, donc qui ont duré des semaines, donc qui ont duré à peu près 6 mois, c'est d'obtenir que les tables soient rondes. Voilà, moi, ce que j'attends de ces discussions. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ça donnera du temps aux Ukrainiens et aux Européens à préparer leur stratégie à eux. Surtout si, effectivement, Trump arrive à obtenir au moins une discussion par Skype entre Poutine et Zelensky. Le mystère, en tout cas, demeure sur la teneur de cette rencontre. Après donc, ces retrouvailles entre Donald Trump et Vladimir Poutine après plusieurs années où ils ne se sont pas vus en face à face. Mais on peut aussi s'intéresser à ces précédentes rencontres, justement, entre les deux hommes. La dernière date de 2019. La première, c'était il y a 8 ans en Allemagne. Matteo Pasteo avec Alizé Boissin. C'est en 2017, lors du G20 à Hambourg, que les présidents américains et russes se rencontrent pour la première fois. Monsieur le président Poutine et moi, nous avons parlé de plein de choses et je pense que tout va très bien. Nous avons eu des discussions très très bonnes. Un Donald Trump rapidement séduit par le président russe. Donald Trump aime les hommes forts, il aime les autocrates, il aime les gens qui n'ont pas à se soucier d'une réélection ou encore moins d'élection de mi-mandat législative. Alors il aime l'expression de la puissance et du pouvoir telle qu'elle émane d'un Vladimir Poutine ou d'un Xi Jinping. Peu après l'élection de 2016, les services américains dénoncent l'ingérence russe dans leur processus démocratique. Une ingérence qui aurait joué en faveur du candidat républicain. Alors en 2018, lorsque cette question est évoquée pendant leur rencontre à Helsinki, Donald Trump surprend tout le monde. Mes services pensent que c'est la Russie. Le président Poutine me dit que ce n'est pas la Russie. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait l'être. Une opposition à sa propre administration, du jamais vu dans l'histoire américaine. C'est un désaveu pour ses propres services, pour les services américains, c'est évidemment très grave. Poutine souriait évidemment devant cette situation. Il n'imaginait pas du tout que de son côté, ça puisse arriver. Mais alors, 6 ans après leur dernière rencontre à Osaka, que donnera le sommet déjà historique d'Anchorage? Réponse d'ici quelques heures. On parlait tout à l'heure peut-être de poker, justement un tweet, un message sur Truth Social, c'est le réseau social de Donald Trump. High stakes, pardonnez mon accent, mais c'est ce qu'écrivait le président américain il y a quelques heures. Et stakes, donc c'est là pour enjeu élevé avant cette rencontre. C'est aussi une terminologie utilisée pour le poker quand les mises sont très grosses. On a l'impression dans cette histoire, dans ce sommet, Nathalie, que l'Ukraine a peur en tout cas d'être marchandée dans cette histoire, qu'on parle de ce pays comme un produit, lui qui aime le business, Donald Trump. Oui, c'est ça, c'est encore une fois, des deux côtés, on a l'impression qu'on veut se tailler la part du lion, quoi. On dit, tiens, on va prendre ces régions-là jusqu'aux frontières de l'oblast, parce que ça nous arrange, parce qu'il y a l'ouverture sur la mer, on va pouvoir comme ça vendre notre blé, et puis, moi je vais récupérer tout le nord, comme ça j'aurai plus les terres rares, etc. C'est exactement ça. Et on a l'impression que dans l'histoire de l'Ukraine, de toute manière, ça a toujours été comme ça. On se trouve à la frontière, au cœur, historiquement, de grandes voies commerciales. Des varègues aux Grecs, déjà de l'Est à l'Ouest. On est déjà au cœur de l'Europe. Donc, du coup, tout passe un peu par nous. Et on a eu des Tatars, on a eu les Polonais, on a eu les Russes, les Moscovites aussi avant. On a toujours cette impression-là qu'on n'a pas le droit d'avoir notre territoire, notre vision de notre futur, etc. Et là, c'est quand même plus
ce qui est important de se dire, c'est qu'il vaut mieux que l'Ukraine soit de notre côté européen. Les Ukrainiens ont tellement à apporter, pas qu'en richesse, mais aussi en savoir-faire, en tout ce que vous voulez. C'est un grand pays. A beaucoup à apporter à l'Europe. Bien sûr qu'on paye beaucoup pour les Ukrainiens, mais le contraire aussi est vrai. On apporte non seulement des biens matériels, des richesses, une population bien formée, et une au début de la guerre justement, quand et une très belle armée, surtout ça. Évidemment. Restez avec nous. On va rejoindre Cyril Amoursi, qui est notre correspondant à Kiev, justement à quelques heures de cette rencontre, pour savoir comment est-ce que cette rencontre elle est envisagée par les Ukrainiens. Quelles sont leurs attentes? Oui, j'entends souvent des intervenants ou bien des journalistes dire que, par exemple, cette rencontre est historique. En tout cas, ici, c'est pas la perception du tout des Ukrainiens. Ici, les Ukrainiens sont inquiets. Ils prennent justement un peu de recul et ils se disent qu'il va falloir voir tout d'abord ce qui va se passer lors de cette rencontre. Et ce qui les intéresse le plus, c'est est-ce qu'une rencontre la semaine prochaine aura lieu à Troyes avec le président ukrainien ou pas. C'est-à-dire que ici, justement, il y a énormément de scepticisme. On ne sait pas si ça va bien se terminer ou pas, si ça va déboucher sur une prochaine réunion, si le président américain va réussir, oui ou non, à se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Donc ici, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Il y a surtout beaucoup, d'inquiétude, d'incertitude et très peu de confiance aussi dans les États-Unis, puisqu'on a vu que le président américain a changé de position à de nombreuses reprises. On apprend d'ailleurs, grâce aux médias internationaux anglophones, qu'apparemment l'un des sujets qui serait traité aujourd'hui, c'est notamment les terres rares ukrainiennes, et qu'apparemment Donald Trump serait prêt à négocier sur les terres rares ukrainiennes, puisque maintenant il y a un deal entre l'Ukraine et les États-Unis à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup, d'incertitude, d'inquiétude, et les Ukrainiens attendent de voir ce qui va se passer, et ils espèrent surtout que les États-Unis, la Russie ne vont pas discuter dans le dos de l'Ukraine de l'avenir de l'Ukraine, puisque ça c'est le message principal ce soir de la part des Ukrainiens et de la société civile ukrainienne. Rien sans l'Ukraine, tant que l'Ukraine n'est pas à la table des négociations, et donc on ne peut pas discuter de l'avenir de l'Ukraine sans la participation même de l'Ukraine. Cyril Amourski à Kiev pour BFM TV, BFM TV qui est à Kiev, à Moscou, à Washington, à Anchorage, bref partout pour vous faire vivre cette journée historique, cette soirée historique, soirée spéciale à suivre sur BFM TV dès 19h avec Maxime Switek, ses invités et donc toutes nos équipes jusqu'au bout de la nuit. 17h15, on en vient à présent à cette réaffirmation violente de l'antisémitisme, comme décrite par le président du CRIF, après qu'un arbre a été abattu. Cet arbre en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. On est en Seine-Saint-Denis. Ilan Halimi, qui était ce jeune homme français, juif, torturé à mort en 2006 en raison de sa religion par le gang des barbares. L'arbre planté à Épinay-sur-Seine a été, vous le voyez, sectionné, probablement à la tronçonneuse dans la nuit de mercredi à jeudi. Laura Baquet avec Margot Vizade et Zola Marche. Il ne reste plus que 20 cm de cet olivier. Dans le quartier, la profanation de ce symbole d'hommage à Ilan Halimi émeut. Claudine est venue s'y recueillir et déposer quelques fleurs. C'est ma façon à moi de condamner cet acte et puis de lui rendre un nouveau hommage. C'est émouvant, franchement c'est émouvant. C'est une pensée pour les parents de la famille de M. Halimi surtout qui doit être prise, ça doit être terrible pour eux. Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête pour destruction d'un bien d'utilité publique, mais cette dégradation fait tout de même grandir l'inquiétude des riverains. Ce sont des actes qui se banalisent de plus en plus et on est toujours dans l'escalade, quoi. À chaque fois, on se dit que ça ne pourra pas atteindre un stade d'horreur supplémentaire et puis là, on se rend compte que même les morts ne sont plus respectés. Venu constater la dégradation, le préfet de Seine-Saint-Denis et le grand rabbin de France ont tenu à rappeler leur détermination à lutter contre toute forme de haine. C'était important pour nous d'être là pour montrer la solidarité des autorités républicaines, autorités publiques, autorités religieuses face à la haine antisémite. Pour dire qu'on ne la laissera pas passer, pour dire que l'enquête aboutira, qu'on réussira à identifier l'auteur de ces faits et qui sera traduit devant la justice. En 2019, sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois cette fois, 2 autres arbres installés en mémoire d'Ilan Halimi avaient eux aussi été vandalisés. L'autre actualité de cet après-midi, cette enquête ouverte pour destruction d'un bien d'utilité publique. Ça concerne l'abattage hier à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, d'un olivier érigé en hommage à Ilan Halimi, ce jeune homme de confession juive, torturé et tué en 2006 en raison de sa confession. On en parle avec Alexis Cuvillier, chef adjoint du service
une politique de BFM TV, avec ses réactions nombreuses, réactions politiques, à commencer par celle d'Emmanuel Macron. Oui, la réaction du président de la République qui a été publiée à la mi-journée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron qui commente avec beaucoup de gravité et de fermeté: abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois, dit le chef de l'État. Il n'en sera rien. La nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine. Face à l'antisémitisme, la République toujours intransigeante, dit Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tôt, un message avait été publié, cette fois-ci par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ilan Halimi a été torturé et tué parce qu'il était juif. La barbarie de ces geôliers et assassins se poursuit dans la haine antisémite de ceux qui ont détruit l'arbre qui avait été planté en sa mémoire. On ne peut éprouver que dégoût et colère face à ce geste. Cette émotion donc au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif, mais également dans les autres forces politiques. Regardez cette réaction d'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Honte aux profanateurs antisémites, je cite, qui a dû penser que cet acte était d'un courage infini. À l'opposé de la classe politique, cette réaction d'Éric Ciotti, le président de l'UDR, un allié de Marine Le Pen. À Épinay-sur-Seine, l'arbre en hommage à Ilan Halimi a été abattu. C'est un abominable symbole de l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays, dit le député des Alpes-Maritimes. Une forme d'union nationale pour condamner ce qui s'est passé à Épinay-sur-Seine. Union nationale qui n'est pas sans rappeler l'émotion très forte qui avait secoué la classe politique il y a 19 ans maintenant, lorsqu'Ilan Halimi avait été assassiné. Également dans l'actualité, cette autre enquête, cette fois-ci pour homicide volontaire, elle a été ouverte concernant l'un des 4 corps qui ont été repêchés dans la Seine à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Des découvertes faites mercredi. Paul Conge du service police-justice de BFM TV est avec nous. D'après les derniers éléments, donc ces corps pourraient s'être retrouvés ensemble à cet endroit de la Seine. Par pur hasard, aucun lien entre les 4 corps n'aurait eu lieu. Oui, 48 heures après la découverte des corps, les enquêteurs pensent maintenant que ces 4 morts n'ont vraisemblablement pas grand-chose à voir les uns avec les autres. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui de sources concordantes. Alors ça paraît assez contre-intuitif, comme ces 4 cadavres ont été retrouvés ensemble, mais cela s'explique, nous indique une source judiciaire, parce que la brigade fluviale, eh bien, elle retrouve assez régulièrement des corps qui flottent dans la Seine. Ceux-là qui nous intéressent ont été découverts à un endroit justement où il y avait beaucoup de branchages qui pouvaient donc bloquer des corps à la dérive. Des décès donc sans doute à des endroits assez différents, mais rassemblés par les turbulences de la Seine. L'un de ces décès, vous l'avez dit, est bien considéré après autopsie comme étant d'origine criminelle. Le corps de cet homme, effectivement, comportait des traces de violence, de strangulation. Une procédure d'identification ADN est en cours. Il est en état d'être reconnu par ses proches, mais ce n'est pas justement le cas des 3 autres. Alors que sait-on justement des causes de la mort de ces 3 hommes ? Eh bien, difficile à dire parce qu'ils sont dans un état extrêmement dégradé. Ils ont passé beaucoup de temps dans l'eau, sans doute des semaines, peut-être des mois. Ce sont des hommes, mais impossible de connaître leur âge. Il pourrait s'agir de personnes disparues, de sans-abri peut-être, qui se sont noyées. L'enquête se poursuit, mais eux ne présentent pas d'impact, de traces de violence, pas d'impact de balles, pas de traces de coups de couteau. Les enquêteurs penchent plutôt pour une cause accidentelle de type noyade. Il va falloir maintenant les identifier et ce sera évidemment une tâche très, très compliquée. Merci beaucoup Paul Conge pour ces explications. On en vient à présent à cette autre actualité, cette grève massive qui concerne les pharmaciens. Elle aura lieu demain. Près de 90% des officines seront fermées. La raison de la colère, c'est le plafonnement de cette remise par le gouvernement sur les médicaments génériques. Un plafonnement qui va être réduit. Ouais, à 30% en septembre, puis à 20% en 2027 au lieu de 40% actuellement. Conséquence des marges grignotées pour les professionnels qui craignent davantage de fermeture de pharmacies. On en parle avec Delphine Liénard, présidente de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine en Alsace. Alors ces fermetures d'officines, justement, elles se multiplient. C'était déjà compliqué pour les pharmaciens. Est-ce que ça va être encore plus le cas à cause de cette nouvelle demande du gouvernement ? Mais oui, en fait, cet arrêté ministériel arrive en fait à la suite de nombreuses autres, on va dire, mesures qui visaient en fait à affaiblir le réseau pharmaceutique. En effet, cet arrêté-là, il va entraîner la mort de 6 000 pharmacies, c'est-à-dire qu'il va y avoir en France 6 000 communes qui vont être privées en fait de pharmacie, ce qui est vraiment horrible pour la santé des Français.
Le 16 août, les pharmaciens ont décidé cette fermeture d'un commun accord, d'une intelligence collective, afin d'alerter les Français sur ce que la santé en France est en train de devenir. C'est-à-dire qu'on a des déserts médicaux et on va avoir des déserts pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'on est en train de ruiner la qualité de soins en France. Delphine Liénard, il va y avoir, j'imagine, des réquisitions en marge de ce mouvement de grève demain ? Alors, on n'est pas, je précise, ce n'est pas un mouvement de grève, c'est une fermeture exceptionnelle, ce qui est complètement différent en termes légaux aussi. C'est une journée, on va dire, solennelle où les pharmaciens veulent réfléchir un petit peu sur l'avenir de leur profession et sur ce que le gouvernement est en train de faire aux Français. On a décidé de fermer pour alerter les Français et surtout, on est là pour les patients. On est avant tout officier de la santé publique et ce qui est en train de se passer, en fait, la destruction massive de notre réseau de soins, c'est inadmissible. Et les réquisitions, il y en aura ou pas. On verra la responsabilité des ARS, comment les choses vont se profiler. Mais n'étant pas une grève, mais une fermeture exceptionnelle, les choses risquent d'être un peu plus compliquées. Merci beaucoup Delphine Liénard d'avoir répondu à nos questions. On vous rappelle que 260 fermetures d'officines ont eu lieu en 2024 et que rien que pour le début de cette année 2025, 140 supplémentaires ont eu lieu. Et donc demain, cette fermeture exceptionnelle donc de nombreuses pharmacies du pays. 17h24 sur BFM TV, juste avant la météo, cette information qui vient de tomber en direct à propos du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les négociations pourraient durer au moins 6 à 7 heures. Ça, c'est ce que dit à l'instant le Kremlin. On y viendra évidemment dans notre prochain journal à 17h30 sur BFM TV. Mais donc d'abord, la météo de ce 15 août. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. La fin de cette canicule sera probablement très agitée en début de semaine prochaine, mais au moins les orages mettront fin à cette vague de chaleur. D'abord mardi à l'ouest, mercredi en allant vers l'est du pays. Déjà des orages isolés, mais assez violents ces dernières heures, avec une forte activité électrique, de fortes pluies et parfois même de la grêle localement. Il y a beaucoup de chaleur pour alimenter ces orages qui vont se cantonner au relief tout de même pour ce week-end. Cela dit, on surveille toujours cette canicule en cours sur une très large moitié sud jusqu'au Grand Est et jusqu'au Finistère. Plein soleil sur ce secteur en début de matinée. Oui, il y aura bien ces nuages bas en remontant vers le nord de la Somme. Quelques brouillards également à noter sur la côte basque. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer facilement. On va surveiller une nouvelle dégradation orageuse sur les Alpes frontalières. Des orages qui pourraient déborder jusqu'à l'arrière-pays niçois ce samedi. Et notez ce vent également en Méditerranée jusqu'à 50-60 km/h. Le risque d'incendie sera généralisé au sud de la Loire, très sévère, notamment pour le département de la Drôme ou encore dans le département de l'Aude. On aura déjà 25 degrés à Narbonne en matinée, 27 à Nice, 23 degrés à Toulouse, 21 à Nevers. 19 à Paris. Dans l'après-midi, on dépassera les 30 degrés très facilement. Les 40 degrés également, des bords de la Garonne jusqu'au Languedoc, parfois jusqu'en bord de mer. Des pointes à 36 degrés à Lyon, 32, 33 degrés vers l'intérieur de la Bretagne et 28 à Reims pour ce samedi. Dimanche, les plus fortes chaleurs vont peu à peu se replier vers les Pyrénées. Et à partir de lundi, c'est un air un peu plus humide qui va arriver par l'ouest, un air océanique qui va nous donner ces orages violents à partir de mardi à l'ouest, au sud du pays, puis mercredi jusqu'au Grand Est. On ne parlera plus de canicule cette fois-ci. Jeudi, on sera même en dessous des moyennes cette fois-ci. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ?
17h27 sur BFM TV, c'est la suite de l'après-midi info. Merci d'être avec nous avant ce sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un peu moins de 4 heures nous séparent de ce moment. Les négociations qui auront lieu du côté de l'Alaska vers Anchorage dans une base militaire. Et des négociations qui vont durer entre 6 et 7 heures au moins. C'est ce que vient de dire le Kremlin. On en parle dans un instant avec nos invités. À la une également, cette ouverture d'enquête pour destruction d'un bien d'utilité publique après l'abattage d'un arbre érigé à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis en l'hommage d'Ilan Halimi. Réaction d'Emmanuel Macron: la nation n'oubliera pas cet enfant de la France mort parce que juif. Le jeune homme avait été torturé et tué en 2006 en raison de sa religion. Une enquête ouverte pour homicide volontaire pour l'un des 4 corps repêchés dans la Seine mercredi. Une première autopsie a conclu un acte criminel sur le corps le moins détérioré. Pour les autres, l'enquête se poursuit. Le lien entre tous les corps est exclu selon nos informations. Et puis 70 départements en France sont toujours en vigilance orange à canicule. La chaleur qui gagne presque l'ensemble du territoire ce vendredi, y compris des départements bretons jusqu'ici épargnés. La barre des 40 degrés est dépassée dans le sud-ouest, autour de la Méditerranée également. La chaleur qui persistera encore au moins ce week-end. H-4 donc à peu près avant cette rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux hommes ont pris la direction de l'Alaska, d'Anchorage, de cette base militaire au nord d'Anchorage. On en parlera dans un instant de cette base. D'abord cette information qui vient de nous parvenir. Les négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump pourraient durer au moins 6 à 7 heures selon le Kremlin. C'est la télévision d'État russe qui nous donne cette information à l'instant. Nathalie Schrin, 6 ou 7 heures, ça laisse largement le temps de discuter d'un éventuel accord en vue d'une possible paix. En tout cas, est-ce que vous y croyez ou vous vous dites 6 à 7 heures pour rien, pour pas grand-chose au final? Tout ce que j'espère... La première des choses pour nous, les Ukrainiens, ça serait un cessez-le-feu, encore une fois. Et c'est juste ça que je peux espérer au plus, je dirais. Malheureusement, je crains que la Russie ne fasse beaucoup de promesses et que, comme d'habitude, elle rompe ses promesses, ses cessez-le-feu, etc. Elle a l'habitude de mentir. Non, je vais pas envahir l'Ukraine. Pof, derrière, elle a envahi l'Ukraine. Je vais faire un cessez-le-feu le jour même, je bombarde. Elle a menti quand même à notre président Emmanuel Macron. Donc c'est pas pour nous, on n'a pas confiance dans la parole des Russes. Quant à Trump, c'est difficile. Lui aussi, pareil, tous les 15 jours, il dit on va attendre 15 jours pour prendre des décisions. On va attendre 15 jours. Et pendant ce temps-là, ce sont des vies humaines ukrainiennes des civils qui meurent tous les jours et c'est insupportable. Donc le temps perdu à discutailler, parce que c'est presque ça, les Ukrainiens meurent et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On va prendre la direction d'Anchorage, justement, où tout cela va se dénouer dans la soirée. Les discussions donc, qui vont commencer d'ici quelques heures maintenant entre le président américain et le président russe. Vous êtes sur place, Axel Monnier, avec donc cette nouvelle information du Kremlin de la durée donc, de cet entretien qui pourrait être estimée entre 6 et 7 heures. Une durée assez longue pour une rencontre d'une importance capitale. Oui, en fait, toutes les options sont ouvertes et Donald Trump l'a dit. D'un côté, il attend à ce que les négociations soient longues et positives, mais il s'apprête aussi à avoir un sommet qui tourne court. Il est prêt à tourner les talons très rapidement et à repartir vers Washington si jamais Vladimir Poutine ne fait pas montre de bonne volonté. Mais en tout cas, il est en ce moment à bord d'Air Force One. Il a discuté avec les journalistes et il a rappelé toute l'admiration qu'il portait justement à son homologue russe. C'est quelqu'un d'intelligent, il fait ça depuis longtemps, mais moi aussi je fais ça depuis longtemps. Et voilà, nous sommes présidents, c'était beaucoup plus difficile que ce que je fais aujourd'hui, croyez-moi. Nous nous entendons bien, il y a un bon niveau de respect des deux côtés et je pense que quelque chose va se passer. Alors effectivement, les discussions pourraient être très longues. Il y aura d'abord un premier entretien entre les deux hommes, puis un déjeuner de travail avec les délégations et possiblement, si les choses se passent bien, une conférence de presse dans la foulée. Tout ça pourrait prendre effectivement beaucoup de temps.
Merci beaucoup Axel Monnier depuis Anchorage, donc va se tenir ce sommet dans 4 heures désormais. Cette base d'Elmendorf, vous la connaissez bien, Oleg Koptsev. Je rappelle aux gens qui viennent de nous rejoindre que vous êtes professeur de géopolitique à l'Université américaine de Paris. Cette base, elle ne doit rien au hasard. Le choix de cette base, elle est vraiment énorme, plusieurs milliers d'hectares. Hein. Oui, c'est une ville, je dirais pas que c'est une ville dans la ville, je dirais presque que c'est Anchorage qui est la ville dans Elmendorf. À Elmendorf, parce qu'il n'y a pas que l'aéroport, on parle tout le temps de l'aéroport militaire, mais il y a aussi énormément de terrains militaires, mais d'une ampleur absolument immense dans laquelle on pourrait faire rentrer presque la ville de Paris. Qui sont juste en dehors de Anchorage. Quand on circule à l'intérieur, on découvre en fait une immensité d'armes, d'abord d'avions en tout genre et des technologies. Sans doute, moi ça fait pas mal d'années que je n'y suis pas allé, mais à l'époque je voyais des technologies qu'on a vues que 10, 20 ans plus tard. Des avions je suis sûr qu'il y a tout un tas de Ce sont notamment les avions qui vont patrouiller pour repérer d'éventuels appareils ennemis qui approcheraient trop près des États-Unis. Il y a des radars aussi qui sont basés là-bas. Et je pense que là, c'est un geste intelligent de la part de Trump parce que il peut lui montrer quand même la puissance américaine. Les Russes, comme les Soviétiques autrefois, ont toujours tendance à sous-estimer les Occidentaux en général, y compris les Américains, surtout avec quelqu'un d'un peu amateur comme Trump. Pourtant, l'Ukraine dit, rien qu'avec ce choix de cette base d'Anchorage, Poutine a gagné. Alors que vous dites que Trump montre la puissance américaine. Là, je voudrais rassurer les Ukrainiens et dire c'est une manière aussi de montrer à Poutine qui nous sommes. Je parle comme si j'étais Trump ou un Américain. Alors l'Alaska, c'était symbolique parce que voilà, c'est un lieu parfait pour une réconciliation parce que c'est une histoire commune à la fois aux États-Unis et à la Russie, qui rappelle en fait la seule véritable alliance qu'il y a eu au milieu du 19e siècle entre les États-Unis et la Russie, contre d'ailleurs les confédérés, contre la France et l'Angleterre, dans le cadre de la guerre de Crimée, de la guerre de sécession et tout ça. Alors c'était ça le symbole. N'empêche que l'autre versant, le côté pile de la pièce de monnaie, c'est Trump qui va montrer la puissance américaine. Et croyez-moi, Elmendorf, ça ne fait partie que de l'immense réseau d'infrastructures de défense américaine, canadienne aussi, qui faisait partie de ce réseau, face à la Russie. Quand je dis face à la Russie, il faut comprendre que c'est défensif avant tout. C'était toute l'infrastructure que vous avez au cours de la guerre froide. Pensez au film Dr. Strangelove, comme on disait en français. C'est Dr. Folamour. Oui. On voit en fait les cartes qui sont centrées sur le pôle Nord. Et en fait, c'est très proche. La distance entre la côte nord de la Russie et de la côte nord des États-Unis ou de l'Alaska ou du Canada, c'est la même distance en gros qu'entre l'Espagne et la Turquie, ou disons l'Espagne et la Crimée, ce qui n'est rien proportionnel, c'est rien comparé aux distances qu'il y a entre, je sais pas, Le Havre et New York par exemple. C'est très petit l'Arctique, c'est beaucoup plus petit qu'on ne le réalise. Alors là, donc celui-là n'a pas été choisi au hasard, voilà. À la fois l'Alaska, mais encore au sein de l'Alaska, cette base d'Elmendorf-Richardson. On va prendre la direction de la Russie pour voir le trajet qu'est en train d'effectuer le président russe, parce que lui aussi, il est en direction d'Anchorage. Et il s'est offert une petite halte, une visite qui était prévue, une visite professionnelle en Extrême-Orient russe, à Magadan. Vous le voyez ici dans cette usine. Visiter un laboratoire, une usine de transformation et de raffinage d'huile de poisson. Donc le président russe qui poursuivra à l'issue de cette visite donc sa route vers l'Alaska, où il est attendu aux alentours de 21h heure française et où il sera attendu au pied de l'avion par le président Trump. C'est ce que le Kremlin a précisé il y a quelques minutes maintenant.
On connaît les membres de la délégation russe qui vont accompagner le président Vladimir Poutine en Alaska. Il y a notamment Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Il est arrivé hier avec un sweatshirt siglé CCCP, ça veut dire l'URSS. SSSR. Bien sûr, voilà, merci. J'ai évidemment loupé quelques cours de cyrillique dans mes jeunes années, on va dire. Mais l'URSS, voilà, on peut voir ça évidemment comme un symbole, peut-être une provocation. On en parlera avec nos invités dans un instant. Jean-Didier Revoin, d'abord, nous attend du côté de Moscou, correspondant BFM TV, les attentes de la Russie à l'issue de ce sommet. On ne les connaît pas vraiment, en tout cas pas de supposition du côté du Kremlin. Non, écoutez, pour l'instant, le Kremlin est sûr de ses arguments. Il pense effectivement que les résultats sont atteignables et ce sommet peut déboucher sur des résultats importants. Mais comme l'expliquait Sergueï Lavrov, contrairement à Donald Trump, il ne fait pas de pronostic. Rappelez-vous, Donald Trump avait dit que ce sommet avait une chance sur 4 d'échouer. Je vous propose d'écouter les propos de Sergueï Lavrov à ce sujet. Nous n'anticipons jamais. Nous savons que nous avons des arguments et une position claire. Nous l'expliquerons. Beaucoup a déjà été fait lors des visites de Steven Witkoff, l'envoyé spécial du président américain. Le président russe Vladimir Poutine en a parlé. J'espère que nous poursuivrons cette discussion très utile demain. Et donc oui, les dossiers sont multiples. Il y a bien évidemment la crise ukrainienne sur laquelle les deux hommes vont essayer de trouver un accord. Mais on va parler également investissement, échange économique, relations bilatérales, sécurité mondiale internationale, un spectre très large. Comme le disait le directeur du Fonds souverain russe, Kirill Dmitriev, les discussions auront lieu sur tout un tas de sujets. Et d'après le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitry Peskov, ces entretiens entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourraient au total durer jusqu'à 6 ou 7 heures, preuve de l'intensité des discussions en cours, avant que les deux hommes éventuellement ne s'adressent à la presse de façon conjointe. Un très long entretien. Merci Jean-Didier Revoin en direct de Moscou pour BFM TV. Oleg Kopsev pour cette réaction du ministre des Affaires étrangères russe. Il dit qu'il n'anticipe rien, que de toute façon tout a été plus ou moins déjà prénégocié quand Steve Witkoff s'est rendu à Moscou. Alors c'est 6 ou 7 heures, pourquoi ? Pour dire et répéter que la partie russe ne cédera rien et en espérant épuiser la partie américaine. C'est typique de la diplomatie Gromyko depuis les années 50. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a bien appris sa leçon de ses maîtres d'autrefois. Voilà. Il ne fait que répéter les méthodes qui ont fonctionné en tout cas jusqu'à présent pour les avoir à l'usure, avoir à l'usure. Ça c'est ça la méthode. Oui, c'est pour ça que ils vont faire durer ça pendant des heures. Ça c'était ce qu'on a vu pendant la guerre de Corée. Ça a mis 1 an et demi ou plus pour arriver juste à un cessez-le-feu qui dure toujours. Je vous rappelle que voilà, c'est les Ukrainiens qui se préparent. S'il y a un cessez-le-feu, ça pourra durer des générations. On n'en est qu'à un cessez-le-feu en Corée. Officiellement, la Corée du Nord, la Corée du Sud sont... Et l'ONU est encore en guerre avec la Corée du Nord. Et c'est ça qui risque de se passer. Je vous rappelle donc que les négociations qu'il y a eu juste pour fixer la ligne de cessez-le-feu, ça a duré plus d'1 an et demi, uniquement pour en arriver exactement à ce qu'on avait demandé au départ. Donc voilà... à mon avis, ce à quoi il faut s'attendre. 6 à 7 heures au moins, selon le Kremlin. C'est un chiffre qui détonne avec ce que disait Donald Trump hier, qu'en gros, si en 5 minutes, l'histoire n'était pas réglée, il pouvait claquer la porte, le président des États-Unis. Autre différence de communication, le président Trump qui estime à 25% le risque d'échec de cette rencontre. Pas de pronostic côté russe, on l'a vu avec les déclarations de Sergueï Lavrov il y a quelques instants. Pourquoi ces deux communications différentes, à votre avis ? Parce que c'est deux structures d'esprit différentes. Les États-Unis et la Russie, ce sont des mondes différents. On ne pense pas la même chose. On a beau être
J'ai beau être blonde aux yeux bleus et que je me fonds totalement en France, etc. Mais quand même, avec mon background ukrainien, j'ai une structure d'esprit différente. Il y a tout un gestuel, une psychologie qui n'a rien à voir avec les Américains, qui sont beaucoup dans la démonstration, ils sont très ouverts, ils vont montrer leur plaisir, leur joie, leur peine, etc. de façon presque, théâtrale. Les Russes, non, pas du tout. C'est beaucoup plus posé, et c'est dans la psychologie comme ça. Donc il continue et il continue à poser leur volonté. Non, on veut toute l'Ukraine, point barre. Et c'est en ça qu'il faut être beaucoup plus malin et dire, non, nous aussi, pareil, on ne cédera pas. Et tant qu'on n'opposera pas une force égale à Poutine, il ne cédera pas d'un pouce. Et cette force égale, comment est-ce qu'elle peut être opérée, Oleg Kovtsev, quand on sait que l'Ukraine n'est pas présente, n'est pas conviée, que l'Europe non plus? Alors on sait qu'en coulisses, c'est dit de manière très ouverte, par exemple Emmanuel Macron a dit que prochainement il allait voir Volodymyr Zelensky, et qu'on sait que depuis plusieurs jours maintenant, l'Europe travaille en faveur de l'Ukraine face à ce qui se trame ce soir. Alors ça, effectivement, je veux dire, la meilleure chose que pourrait attendre l'Ukraine, c'est que l'Europe se réveille. Il y a déjà des plans pour se réarmer, surtout en France. Alors Macron est un peu en avance sur les autres... Sur les autres gouvernements européens. Le problème, c'est que ces autres gouvernements européens ont traîné. Ils ont même été presque à la limite de la complaisance au début du conflit. Il faut se rappeler l'attitude de l'Allemagne à l'époque et de l'Italie. C'était déjà un peu Viktor Orban il y a plus de 3 ans. Donc là, c'est ça qui est très inquiétant pour les Ukrainiens, c'est que tout cela, finalement... peut encore traîner longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, que là, ce n'est qu'un début de négociation, et que tout ça se termine par, à mon avis, le scénario le plus réaliste, une sorte de finlandisation de l'Ukraine, cession de territoire. Ça serait un peu moins catastrophique si ce n'était que l'oblast de Donetsk et de Luhansk. Ce serait absolument catastrophique si la Fédération russe prenait le reste, parce que géopolitiquement, on perdrait tout le contrôle sur le Dniepr. Et là, c'est vraiment la fin pour l'Ukraine. Espérons selon... disons la moins pire des solutions, 2 petites oblasts, une neutralisation, mais évidemment, c'est pas réjouissant. Est-ce que ça n'encouragera pas Poutine à demander encore plus et puis reprendre... Je vous propose, Oleg, d'aller sur le terrain. On va aller, Oleg, sur le terrain en Ukraine, justement, où forcément on suit de loin et de façon forcée, à distance, ce sommet qui se prépare du côté d'Anchorage. Qu'attendent les Ukrainiens concrètement? Est-ce qu'ils espèrent quelque chose de l'issue de cette première rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine? On voit ça avec Agathe Elbouy et les équipes de BFM TV. À quelques heures d'un sommet qui pourrait sceller leur destin, les Ukrainiens de Kiev n'espèrent pas grand-chose d'une rencontre à laquelle leur président n'a pas été convié. Je suis sceptique. Pour être honnête, je ne pense pas que quoi que ce soit sera décidé concernant l'Ukraine. Et je ne voudrais pas que cela soit décidé dans notre dos. Il n'en sortira rien de bon. Puisque Poutine ne cède pas, Trump continuera à promouvoir son programme. Finalement, rien de bon n'en sortira pour l'Ukraine. D'autres Ukrainiens, épuisés par la guerre, vont jusqu'à envisager un échange de territoire, l'une des principales conditions exigées par Moscou en vue d'un accord de paix. La Crimée est très controversée, mais à Donetsk et Luhansk, beaucoup ont choisi de rester malgré l'occupation russe. Je serais prête à abandonner ces 2 régions. C'est douloureux parce que ma famille vivait dans ces régions et elle a été témoin de toutes les horreurs. Mon frère y vit toujours. Ça reste donc un sujet très sensible et très difficile à aborder. À Melitopol, ville occupée par la Russie depuis le début de la guerre,
le discours est totalement différent. Les habitants sont optimistes à l'approche du sommet. Ce sera certainement un événement décisif. J'espère juste que tout sera résolu et que nous oublierons ce conflit. Nous attendons avec impatience des changements positifs concernant nos territoires. Peut-être qu'il y aura des négociations et que tout cela finira par s'arranger. Donald Trump présente cette rencontre comme une première étape et envisage déjà un second sommet, incluant cette fois Volodymyr Zelensky. Sommet historique et une soirée historique à vivre sur BFM TV. Ce sera dès 19h avec cette soirée spéciale autour de nos équipes sur le terrain en Alaska, à New York, à Moscou, à Kiev également. Maxime Switek en plateau entouré de nos meilleurs experts jusqu'au bout de la nuit. Une réaffirmation violente de l'antisémitisme. Ça, c'est la réaction aujourd'hui du président du CRIF après qu'ait été abattu cet arbre planté en hommage à Ilan Halimi, ce jeune Français juif torturé à mort en 2006 par le gang des Bars. Oui, l'arbre planté à Épinay-sur-Seine a été sectionné, probablement à la tronçonneuse dans la nuit de mercredi à jeudi. Clémence Renard, vous êtes sur place. Une enquête a été ouverte. Oui, c'est ce qu'a annoncé le préfet de Seine-Saint-Denis. Une enquête a été ouverte du chef de destruction d'un bien d'utilité publique. Regardez ce qu'il reste de cet arbre. Cet olivier avait donc été planté en 2011 dans ce jardin à Épinay-sur-Seine, à quelques pas de la mairie, pour rendre hommage donc à Ilan Halimi, ce jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006 par le gang des barbares. L'arbre a donc été sectionné dans la nuit de mercredi à jeudi, vous l'avez dit, probablement avec une tronçonneuse. Et c'est un acte qui a profondément choqué ici les habitants d'Épinay-sur-Seine. Vous le voyez, des fleurs et un mot ont été déposés sur sa stèle. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro d'Eliott Francôme. Je ne comprends pas ce qui se passe à Épinay-sur-Seine où j'y habite depuis 64 ans et qu'il y a un acte antisémitisme dans ma ville. Non, je n'accepte pas. Que la communauté juive est en danger actuellement en France. Il faut voir. C'est très choquant. En fait, c'est quand même un acte antisémite grave. C'est vraiment triste, quoi. Voilà, c'est une pensée pour les parents de la famille de M. Halimi, surtout, qui doit être prise. Ça doit être terrible pour eux. Voilà, au-delà des habitants de la commune, c'est un acte qui a aussi provoqué beaucoup de réactions de la classe politique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a par exemple, de son côté, déclaré sur son compte X « Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois ». Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine. Pour le moment, on le rappelle, aucune interpellation n'a eu lieu. Merci beaucoup Clémence Renard à Épinay-sur-Seine pour BFM TV. On prend à présent la direction de l'Espagne. Le pays est confronté à une dizaine de feux simultanés, des feux de grande ampleur qui ont déjà entraîné la mort de 3 personnes. Laura Cambo est dans le nord-ouest du pays pour BFM TV. C'est Laura, la région la plus touchée par ces incendies. Nous nous trouvons justement sur l'un de ces feux dont vous parliez, l'un de ces feux qui est le plus compliqué à traiter, nous disent actuellement les pompiers, vous le voyez sur ces images. Alors ce feu, il a démarré mardi, il s'était un peu calmé et depuis quelques heures désormais, il a repris en vigueur. Vous voyez ces épais nuages de fumée qui entourent toute la colline. C'est assez difficile de respirer ici. Pour tout vous dire, nous avons parlé au poste de commandement il y a quelques instants à un pompier qui nous avait dit que c'était très compliqué de contrôler cet incendie. C'est d'autant plus compliqué de le contrôler qu'il y a plusieurs départs de feu partout autour de nous. Nous en voyons absolument partout autour de la colline et ça inquiète beaucoup les pompiers. Ça les inquiète car la météo est très compliquée. Ici, il fait très chaud, plus de 35 degrés. Il y a le vent qui commence à se lever et il y a surtout cette végétation particulièrement sèche qui s'enflamme. On n'a rien de temps. Ça inquiète beaucoup les Espagnols. Nous en voyons actuellement qui passent, qui regardent un peu ce qui se passe. Ils sont également nombreux à avoir été évacués, plus de 1500 qui ne sont toujours pas chez eux actuellement. Il faut dire que la situation est très compliquée dans tout le pays, vous le disiez. Et il y a 115 000 hectares qui ont brûlé depuis dimanche. C'est absolument énorme, des records qui sont battus tous les jours et les autorités qui s'inquiètent particulièrement de l'évolution de la situation car il va faire encore très chaud tout ce week-end. L'alerte et la vigilance sont maximales, nous ont dit les pompiers. Merci pour ces précisions. Laura Cambo, direct de l'Espagne. Restez avec nous. Merci de nous avoir suivis dans l'après-midi info. Dans un instant, BFM Story avec Anthony Lebos et Chloé Giraud qui reviendront évidemment sur ces quelques heures, 3h30 à peu près, qui nous séparent de cette rencontre de Donald Trump et de Vladimir Poutine sur cette base, vous le voyez, d'Elmendorf Richardson à Anchorage en Alaska pour définir l'avenir de l'Ukraine. Rencontre qui pourrait durer 6 à 7 heures entre la réunion et la conférence de presse commune qui sera ensuite rendue.
Le président américain qui devrait attendre au pied de l'avion son homologue russe lorsqu'il arrivera. Les deux hommes donc, qui vont s'entretenir toute cette soirée. Ce sera à suivre évidemment en direct sur BFM TV avec nos équipes sur place ainsi que nos reporters ici et nos invités. Tout de suite la météo.